Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec siteclan.net, mintinbox.net, starwarsholonet.com, planetstarwars.com, starwarsuniverse.com, Star Wars Geeks Québec, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction. Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette édition série qui sera consacrée au 5e épisode de la 2e saison du Mandalorian, ou si vous préférez le chapitre 13, donc intitulé La Jedi. Ici Francis et pour discuter de cet épisode, je suis accompagné de Thomas. Bonjour Thomas. Salut Francis. Et dis-moi donc Thomas, déjà je suis très content de réenregistrer avec toi, ça faisait quand même, ça devait faire 1 an peut-être qu'on n'avait pas fait d'émission ensemble, en tout cas ça faisait un certain temps. Et quoi de neuf côté Star Wars ces temps-ci? Eh bien, écoute, quoi de neuf côté Star Wars? Eh bien, j'ai repris goût à Star Wars. J'avais un peu délaissé le bébé pendant un bon bout de temps. Je pense que ouais, la flamme était retombée, je trouvais, depuis l'épisode 9. Et puis, j'avais un peu lâché. Et là, c'est vrai que le Mandalorian, ouais, ça a rallumé la flamme, on va dire, quoi. Et donc, du coup, là, c'est reparti. Donc du coup je me suis remis à relire des comics, tu sais, j'étais vachement en retard, du coup en littérature je venais plus trop avec vous parce que j'avais un peu décroché, et là la flamme est repartie, donc j'ai rattrapé mes retards en comics, et là j'ai commandé d'ailleurs le tome 12 de Star Wars, chez Panini, donc c'est cool, j'ai fini Ahsoka il y a pas si longtemps, et là ce soir en allant faire un tour, j'ai attaqué un audiobook Renaissance, Résistance Reborn. Ouais. Et c'est Renaissance je crois en français. Ouais, fait que dans le fond tu le prends en audiobook en anglais? Non, je me le prends en français et je vais en EPUB et je le convertis, tu sais, en audiobook. Ah, ok, tu vois, je savais même pas que c'était possible. Si jamais des auditeurs, je sais que j'avais déjà vu passer ces questions-là, voir si c'était faisable, là, fait que si jamais des auditeurs veulent voir comment faire, on va leur dire de te contacter. Un site qui s'appelle Astrid et qui te convertit ton EPUB cache en MP3, donc c'est le top. Ah. Là tu vois, là j'avais besoin de marcher là après le confinement, donc là je me suis fait 1 heure à marcher, je me suis descendu 1 ou 2 chapitres, tu vois, c'est sympa quoi. Ah ben c'est cool, écoute, moi de mon côté aussi du rattrapage comics, là, j'étais peut-être moins en retard que toi, là. Puis je parle de rattrapage en single issue, là, en VO, fait que j'étais en retard d'à peu près 2-3 numéros là, sur chacune des 4 séries là, ongoing qu'on a en ce moment. Fait que je suis dans le rattrapage de ça. Sinon, je viens tout juste de remettre disponible, ou en tout cas de mettre une solution de rechange là, pour les gens qui est intéressés à se commander le recueil de nouvelles Dans l'ombre. Dans le fond, là, que j'ai déjà mentionné en ondes, et que allez sur nos différents médias, vous allez vite trouver des références à ça. Recueil de nouvelles canon, je précise. Et sinon, du travail sur des Star Wars 101 aussi, je vous prépare une 2e saison de petits clips là, Star Wars 101 qui avait quand même été bien apprécié, fait que je trouve ça toujours bien intéressant de faire ça. Question sur ton recueil de nouvelles, comment ça se passe en termes de droits d'auteur là-dessus? Dans le fond, les droits d'auteur, évidemment on les a pas, c'est toutes des choses qui avaient été traduites par la communauté, par des gens de chez les Crowfuckers oubliés, puis par Star Wars Universe. Puis dans le fond, c'était toutes des œuvres qui avaient jamais été traduites. C'est pour ça que des bénévoles s'y étaient attaqués. Et c'est des textes qui étaient disponibles en ligne. Fait que moi, dans le fond, je m'en étais déjà imprimé certains, tout ça. Je trouvais ça dommage de pas pouvoir les avoir dans une bibliothèque physique, tu sais. Vu que moi, mon côté collectionneur, il est là-dessus, là, il est sur la collection littéraire. Fait que c'est ça, je les ai rassemblés dans vraiment un recueil qui est identique à n'importe quel autre livre Star Wars. Mais évidemment, c'est pas à la vente, il n'y a pas de profit fait là-dessus, pis tout ça, là, parce qu'il n'y a aucun droit d'auteur, évidemment. Puis, c'est mentionné 45 fois dans l'œuvre, à chaque nouvelle, puis début, fin, partout, même sur la couverture. Mais c'est ça, fait que c'est là qu'on a eu des problèmes sur la première plateforme, c'est que au début, il était disponible vraiment sur un site de vente. Fait que là, le site a dit, attends un peu, là, il n'y a pas de droit d'auteur sur ça, on veut pas avoir de problème avec Disney. Mais c'est ça, en termes de... Là, c'est un peu comme une option d'impression, là. Les gens qui le commandent, c'est comme s'ils le faisaient imprimer sur leur imprimante, là. Fait que c'est vraiment... Il n'y a pas il n'y a pas de plus-value autre que l'aspect de l'avoir physique, là, tu sais, puis joli. Mais c'est toutes des choses qui étaient déjà en ligne, là, puis je m'y attribue pas le mérite du tout, là, à chaque nouvelle. Il y a les crédits des gens qui l'ont traduit, qui ont fait la couverture traduite, etc.
Fait que, en tout cas, je vous invite à aller voir ça. En plus, on est allé trouver une solution quand même que je considère pas chère. Là. Peut-être ça paraît peut-être un petit peu plus cher de votre côté en Europe, mais pour nous au Québec, là, ça revient pratiquement le même prix qu'un livre en librairie. Là. Donc, d'accord. C'est quand même une belle option livrée directement. Sachant que nous, les bouquins, par exemple en France, maintenant, t'es pas loin de 10 € un tome chez Pocket. Hein. Ouais, non, c'est ça. Tandis que chez nous, tu sais, au-delà du taux de change, c'est déjà plus cher que ça, beaucoup plus cher que ça. Ah oui, d'accord. Donc, c'est ça. Nous, on est dans les 20-25$ un livre. Fait que c'est beaucoup plus que juste la conversion du taux de change. Fait que c'est pour ça que les gens qui le commandent, il y a beaucoup de gens qui l'ont commandé en France et en Belgique déjà. Donc, pour mais eux, nous, c'est vrai que ça revient un peu plus avec cher. le taux de change en France. Ben oui, mais ça revient pas aussi peu cher qu'un Pocket, justement. D'accord. C'est ça que je veux dire. Mais ça reste quand même en expédition aussi, là, il y a une différence de 1€, je pense. Fait que c'est vraiment là, une solution quand même. Puis c'est ça, je dirais que c'est à peu près 50% des commandes que ça a été en France, puis un peu en Belgique aussi. Fait que, ouais, je suis quand même agréablement surpris de l'accueil pour quelque chose que j'ai fait pour moi-même. T'en as fait partir combien? Ben là, on doit avoir dépassé le 50 dans le fond, là, entre la première batch et la deuxième. Puis il y a des gens qui font des commandes, ben pas de masse, là, mais tu sais, pour se diviser les frais de livraison à plusieurs. Là. Fait que, mais ouais, en fait, là, même qu'on doit être autour d'une soixantaine, là, ça veut dire. En date dans la fin de semaine. Mais bon, là, j'ai perdu le fil aussi, là, parce que moi, dans le fond, c'est juste quelque chose que j'avais fait pour moi-même. Et vu l'accueil des gens quand ils ont vu ça, ben j'ai dit ok, je vais le rendre disponible pour tout le monde, tant qu'à l'avoir de disponible. Mais c'est ça, c'est pas non plus comme si je voulais en vendre, là, puis que c'était quelque chose, un projet qui me tient à cœur là, ou quelque chose comme ça. C'est juste que tant qu'à l'avoir, autant faire de quoi de beau puis de le rendre disponible. Bien sûr. Fait que pour revenir à nos émissions récentes, écoute, je vous invite à écouter notre plus récente émission. C'était moi, Jean-François et Julien. On vous a fait, comme chaque année, un épisode idée cadeau pour Noël. Donc, ça a été aussi bien apprécié par plusieurs. Je vous invite à aller écouter ça. Souvent, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend que, ok, tel produit, ça existe, ou tel, on n'est pas juste dans les grosses affaires que tout le monde connaît. Fait que c'est intéressant pour ça. Et bon, évidemment, sinon, nos dernières émissions, on a plusieurs Star Wars en direct séries sur les épisodes de Mando. Hein, donc, le dernier, c'était Le Siège. Et c'était Loïc, Céline et toi, Thomas, là, qui discutaient de tout ça. Et avant de passer en hyperespace, on va faire un petit point de Discord. Donc, on vous invite, comme d'habitude, à joindre notre communauté. Et on nous a demandé de lire un commentaire qu'on a reçu récemment que je trouve qui décrit vraiment très bien le pourquoi vous devriez venir jaser de Star Wars sur notre Discord. C'est Fissoul Benrix, et là je m'excuse pour la prononciation, j'ai sûrement massacré le nom, mais qui nous dit, je cite, « Je tiens à dire que j'aime bien votre Discord, votre groupe de fans Star Wars. On est loin des tumultes de la guerre civile galactique qu'on retrouve dans les forums et groupes Facebook entre fans fanatiques. Ici règne le respect et la bonne ambiance. Merci au staff et à tous les autres. » Donc, je salue le commentaire que je partage à 100%. Vraiment, là, on a une belle ambiance là-dessus. Il n'y a jamais d'insultes, là, où on n'est jamais obligé de faire la police pour bannir des gens ou des affaires comme ça. Fait que, en tout cas, à ma connaissance, on n'a jamais été obligé de faire la police. Fait que c'est quand même vraiment bien. Vous viendrez jaser avec nous sur Discord. Et évidemment, ben, quand on fait nos émissions en direct aussi, ça vous permet de participer aux émissions. Fait que sur ça, Thomas, on va passer en hyperespace. Alors, je me coche ma ceinture. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Ok, donc tout d'abord, on va rappeler rapidement notre politique spoilers. Hein, donc dans le fond, c'est que tout ce qui est disponible sur les canaux officiels, ben on considère pas ça spoilers. Là, on parle de bande-annonces et compagnie. Évidemment, le contenu des épisodes précédents, ben là, c'est pas considéré comme spoilers. Et c'est ça. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va faire une très courte petite partie non spoilers. On va donner notre avis général et ensuite on va passer plus dans les détails. Et bon, Dieu sait qu'il y en a dans cet épisode-là quand même, des détails ce serait dommage de spoiler. Fait qu'on vous avertira là, si jamais vous voulez aller écouter l'émission avant d'écouter le reste de notre épisode.
Et pour ce qui est du synopsis, hein, toujours rapidement, dans le fond, pour cette semaine, c'est que le Mandalorien découvre un monde gouverné par une cruelle magistrate qui a une ennemie puissante. Bon, évidemment, ennemie puissante, qui ça peut bien être? Cette semaine, on avait une durée de 47 minutes, fait que ça fait quand même du bien là, après quelques épisodes plus courts. Et à la réalisation, on a notre cher Dave Filoni, donc notre ancien showrunner de Clone Wars et de Rebels, et qui avait fait 1 ou 2 épisodes, je crois, de la saison 1, hein, si je ne me trompe pas. Et puis, qui est aussi coproducteur là, de la série Mandalorian. Donc, quand même, c'est pas le... on peut dire que c'est quelqu'un qui connaît son Star Wars. Fait que, sans tomber dans les spoilers, Thomas, de façon générale, comment t'as trouvé cet épisode-là? Alors, comment dire? Quand t'enlèves tes lunettes, là... Ouais, ça veut dire que là... Là, ça va être sérieux, ouais. Très franchement, c'était jouissif, quoi. C'était vraiment... voilà, faut trouver un adjectif, mais là, vraiment, j'ai pris mon pied. C'était... plusieurs fois, je me dis non, mais c'est trop bien, mais non. Enfin, heureusement qu'on n'était pas au ciné parce que les mecs m'auraient cassé la gueule, quoi. Tu vois, tellement je me suis extasié. Et il y a eu un moment où on a eu, même un moment j'ai crié quand ils ont dit un nom que j'attendais pas. Je me suis mis, j'ai crié devant ma télé. Je me dis non, mais comment vous avez fait, les gars? Alors, du coup, en plus, on regarde ça en famille et si tu veux, à chaque fois, donc du coup, les autres se foutent de ma gueule parce que je m'exclame toutes les 2 secondes, machin. Et là. Mais là, tout le monde a joué le jeu en fait, tout le monde a été bluffé, et s'est dit, ah, c'est trop bien. Et un truc qui est marrant, c'est que mon amie qui elle est pas super fan de Star Wars comme moi ou en deuxième comme mes gamins, elle a fait cette nuit-là, elle a fait des rêves de Star Wars quoi. Elle s'est réveillée le lendemain matin, elle me dit putain j'ai fait des rêves trop bizarres, j'étais dans Star Wars, il s'est passé ça, et je me dis waouh, ouais, c'est quand même que cet épisode, il a été assez loin, et comme tu l'as dit, on n'a pas le droit de spoiler pour l'instant, mais la patte de Dave Filoni, elle est là, et clairement, je trouve qu'il y a une patte The Clone Wars dans cet épisode. Tout à l'heure, quand j'écoutais justement mon audiobook là, que je me suis fait en marchant sur Resistance Reborn, si tu veux, je ressentais, comment dire, je sentais l'ambiance post-logie. Je sais pas comment te dire, mais tu sais, quand tu regardes la trilogie originale, la prélogie ou la post-logie, t'as une espèce de sensation, si tu veux, que t'as du mal à décrire, tu vois, c'est à la fois des couleurs, des souvenirs, des trucs comme ça. Et ben, j'ai trouvé que là, et tu vois, en écoutant Resistance Reborn, voilà, je ressentais les mêmes sensations que dans la post-logie. Et ben là, je ressens les sensations de The Clone Wars. Et dans cet épisode-là, et je pense que la patte Filoni, elle est pas là pour rien. Et là, depuis cet épisode, j'ai décidé de l'appeler le prophète de Filoni. Désormais, c'est le prophète. Il est là pour transmettre la parole de son dieu George Lucas, et je crois que là, on y est là. Ça y est. C'est quand même spécial de béatifier comme ça des gens qui sont encore vivants. Ouais, c'est ça. Ouais, bon. Ben écoute, je partage quand même en grande partie ce que tu dis. Là. Moi, j'ai bien aimé. C'est du grand Filoni, comme tu dis. Même si je suis peut-être pas aussi emballé que beaucoup de monde, que de tous les avis, les critiques que je vois passer là, depuis vendredi. Ouais. Entre autres sur l'ambiance Kurosawa, là, dont on aura l'occasion d'en reparler en spoilers. Mais écoute, mes attentes pour le retour d'Ahsoka sont remplies, même plus que remplies. Bon, là, je viens de spoiler que le Jedi en question, c'est Ahsoka. je trouve que ça fait... C'est rien du tout, c'est un détail, ça. Mais c'est ça. Quand même, surpris sur bien des aspects sur cet épisode-là. J'ai peut-être été... pas spoilé, mais dans le fond, moi, dans le fond, le fuseau horaire et nos horaires de vie fait que, contrairement à la plupart des gens, on prend l'épisode en famille comme toi, mais beaucoup plus tard. Donc, nous, ça va en soirée et nécessairement, rendu en France, ça veut dire que c'est la nuit chez vous. Donc, toute la journée, je voyais des exclamations là, de jouissance, comme tu viens de dire. Là, les gens capotaient, comme on dit ici au Québec. Donc, ça a peut-être créé des trop grandes attentes, ou en tout cas, c'est sûr qu'en écoutant l'épisode,
C'est ça, j'avais ça en tête quand même, là. Les 1001 commentaires que j'avais vu passer. Puis même si les gens font attention pour pas spoiler, ben ça reste que quand tu vois des affaires passer comme c'est extraordinaire, le meilleur Star Wars que j'ai jamais vu, etc., ben là, c'est sûr que quand t'arrives pour écouter le produit, c'est dur de pas avoir ça en tête. Là. Ouais, effectivement, ça te place la barre trop, peut-être, c'est ça que tu veux dire. Ben c'est ça, tu sais, mais je veux dire, c'est pas nécessairement négatif. Dans le sens, la première fois que j'ai vu Rogue One, j'ai aussi été très ambivalent, alors que... Moi, j'étais déçu la première fois que j'ai vu Rogue One, donc si tu veux... Ah, tu vois, c'est ça. Moi aussi, alors que à la deuxième écoute, puis tu sais, à la longue, moi, c'est vraiment mon meilleur Star Wars, personnellement. Mais c'est ça, c'est que les attentes, des fois, viennent biaiser un peu notre impression. Mais c'est ça, j'ai quand même bien aimé. Je veux vraiment pas dire que c'était un mauvais épisode. Il y a un truc qui est quand même assez dingue là, sur cet épisode, c'est que, si tu veux, il y avait un enjeu incroyable. C'était, bon, tu l'as spoilé, donc maintenant, si on doit casser la gueule à quelqu'un, ce sera toi, c'est pas pour moi. Mais maintenant, j'y vais franchement sur ce détail-là. Ramener Ahsoka en vrai, putain, il y avait un enjeu. Si le gars, si jamais le gars il faisait un fail, c'est-à-dire que on la reconnaissait pas, qu'elle était trop cheap, que tu vois, que je sais pas, qu'elle faisait enfin, on aurait pu tout imaginer. Ça plantait le bordel, enfin, tout était, ça niquait tout, quoi. Et là, si tu veux, les mecs, ils arrivent avec un personnage qui est crédible, qui est hyper bien caractérisé, qui est le même, quoi. Je veux dire, ils ont clairement pas fêlé, quoi. Enfin, c'est un... Et donc, ça veut dire que, putain, ça ouvre le champ des possibles, c'est-à-dire que tous les personnages qu'on a vus, soit en animé, soit en BD, soit machin, ok, je lisais des commentaires sur un autre personnage qui est cité, qui a déjà, on me disait, il a déjà été canonisé. Oui, Ahsoka, c'est pareil, il était déjà canonisé par The Clone Wars, mais le jour où t'arrives sur un format live, t'existes en vrai, tu vois ce que je veux dire? Ouais, puis là, comme tu dis, la pression était énorme, il aurait pu se planter solidement. Ça c'est sûr. Fait que, ben, on n'ira pas plus loin en non-spoilers, parce qu'effectivement, tu vois, on est toujours sur la ligne de dévoiler des éléments, dont celui de la toute fin de ce que tu viens de mentionner. Fait qu'on va passer à la partie spoilers, fait que c'est ça les auditeurs, si vous avez pas encore vu l'épisode, ben, je vous invite à aller le prendre. Un excellent épisode. Et avant qu'on tombe en spoilers, Thomas, je sais que ta déformation professionnelle là, de professeur, tu peux pas t'empêcher de donner des notes. Donc, quelle note tu voulais donner à cet épisode-là? Alors, c'est pareil, c'est comme quand je corrige une disserte, des fois j'aime bien en corriger plusieurs pour donner une vraie note objective. Je mets une note au crayon de papier, après je mets ma deuxième note. Là, je vais essayer de m'auto-censurer, tu vois, pour casser l'emballement. Mais il a des défauts, tu vois, c'est clair, je suis d'accord avec toi. Il y a certains moments, ça fait un peu vide parfois. Mais ça, pour un format série live, ce qu'ils ont réussi à nous amener, et pour les références, je sais pas, moi je dirais du 18 quand même, tu vois. Excellente note. Mais de toute façon, t'as pas besoin de temps d'abaisser ton niveau d'excitation, parce que je suis bon déjà pour faire l'avocat du diable. C'est tout à fait... je suis vraiment bon dans ce rôle-là. Donc, écoute, excellent. Fait qu'on va partir en spoilers. Combien tu mettrais, toi, Francis? Note, écoute, ben, je serais pas si éloigné de la tienne. J'irais quand même peut-être avec un 16-17 là, dans ces environs-là sur 20. Parce que j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé, mais pas de là à mettre la perfection. Alors que là, je vois des gens qui commentent. Je vais te dire un truc quand même. Sur cet épisode, il y a des fois, on voit des gars qui disent ouais, moi j'ai aimé, j'ai pas aimé, les films, machin, ça fait débat. Eh ben, j'ai vu personne me dire cet épisode est mauvais ou j'ai pas aimé. Personne. Non, ça effectivement. Des mecs qui vont me dire ouais, parce que en fait, la question c'est où tu places le degré d'excellent, quoi. Est-ce que c'est parfait, génialissime, super, mais on est tous, si tu veux, entre le 15 et le 22, quoi, tu vois, sur 20, quoi. C'est ça, en fait, c'est que du coup, il fait l'unanimité, cet épisode. Presque comme Rogue One, a posteriori, avait fait l'unanimité en termes de film. Oh ouais, effectivement, c'est vrai que malgré les critiques, c'est ça, il y a personne qui va dire c'est vraiment un mauvais film, j'ai détesté, etc. Moi, dans le fond, ça m'est arrivé de donner des notes parfaites à des livres puis à des comics, mais effectivement, pour un film ou une série télé, parce que c'est sûr qu'on embarque là-dedans tout l'aspect cinématographique, et ouais, il y a les contraintes l'aspect aussi, technique, tout ça, c'est ça. Et tu sais, Stanley Kubrick a jamais fait de Star Wars, tu comprends? Donc c'est ça, il y a cet aspect-là aussi là que ça reste quand même une série télé aussi, mais bon,
On va passer en partie spoilers et puis on aura l'occasion de reparler de 1001 éléments parce qu'il y en avait là, des easter eggs, des références, tout ce que vous voulez dans cet épisode-là. Fait que dans le fond, de la manière qu'on va fonctionner, on va y aller par résumé, mais au pire, je vais t'arrêter en fonction des sections. Là, on peut peut-être justement commencer par l'intro, justement jusqu'au générique, là, où est-ce qu'on va vraiment une intro punch. Fait que vas-y. Ok, alors le résumé, je donne en même temps mon avis pour que ce soit plus poussé. En fait, on arrive donc sur une planète qui est la planète Corvus en fait, et on voit que c'est une planète donc qu'on imaginait verdoyante, tu vois, un peu à la Takodana, puisqu'on nous parlait d'une planète forestière. Et en fait non, c'est plutôt c'est Takodana mais avec Tchernobyl qui est passé derrière quoi. Vraiment y a plus de faune, y a plus de flore, c'est tout pourri. Il y a des espèces de blorgs géants moitié AT qui sont en train de brouter des arbres morts. On sent que ouais, c'est pas the place to be quand même Corvus hein. Et donc du coup là-dessus, on se dit bon, on commence à voir des antagonistes et direct bam, un Jedi avec des sabres blancs. Et on se dit bon bah voilà. Et donc Ahsoka qui commence à déglinguer tout le monde. Et on s'aperçoit qu'elle est en conflit avec un seigneur dans ce qu'on pourrait appeler un équivalent de château moderne, et qui vient négocier la libération de prisonniers. Et ce Jedi, eh bien du coup c'est Ahsoka. Et voilà, on fait un rapide résumé, comme ça on rentre directement dans le vif du sujet. Et elle leur donne un délai pour les libérer, ces fameux prisonniers. On sait pas de qui, de quoi finalement, la finalité de l'histoire. Mais voilà. Et ben pour ça, dans le fond, à ce moment-là, l'impériale, on va dire, là, celle qui a la main mise, parle de son savoir. Donc, est-ce que mon savoir vaut plus que la vie de ces personnes-là? Là? Donc, on comprend c'est des informations probablement là, qu'Ahsoka veut vraiment. Elle n'est pas juste venue libérer un village comme par hasard. Là, des informations sur certainement un certain personnage qu'on nous a teasé. Ouais, ben effectivement, mais en début d'épisode comme ça, par contre, je l'aurais pas soupçonné. Moi mais bon, ah ben non. Bref, pour ce qui est des révélations à ce moment-là, déjà la planète, tu en as parlé dans 2 épisodes auparavant. On nous avait parlé d'une planète forestière, fait que j'ai trouvé ça effectivement bien de pas retomber encore une fois sur un autre Endor ou une autre planète jungle, tout ça. Là, on est vraiment, comme tu dis, ben moi j'ai trouvé que ça faisait très post-feu de forêt. Je sais pas si ça a été tourné en Californie, là. Eux, ils ont des énormes incendies à tout bout de champ. Je sais que les pompiers en avion là, québécois sont tout le temps après aller les aider là-bas. Mais disons que c'est pas les endroits à tourner qui doivent leur manquer. J'ai trouvé aussi que ça faisait très référence à Lothal. Hein, quand Lothal était occupé par l'Empire à un certain moment, là, ça devient justement très brumeux, jauni, tout ça. Là. Et bon, c'est donc pour ça qu'ils nous ont placé des Lotchas. Ben ça, oui, on peut en parler de ça. Ben du coup, ça fait une transition. Ouais, on voit beaucoup de Lotchas dans cet épisode-là. Ou c'est toujours le même. En fait, j'ai vu qu'on en voyait dans l'épisode 4 de la saison 1. Ouais, effectivement, quand on découvre Cara Dune, là, dans l'espèce de cantina, si on pouvait appeler ça de même. Là. Voilà. Mais là, je trouve que c'est quand même super rigolo, parce que tu dis, ouais, ça me fait penser à... D'ailleurs, la terminologie Lotcha, ça c'est bien l'idée d'un chat de Lothal, quoi, en fait. Non. Ouais, ça, effectivement, va peut-être falloir un moment donné qu'ils trouvent un autre nom au Lotcha, puis au Lotlou, et au Lot, je sais pas quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Les Lot toutes, parce qu'on en voit sur plein de planètes, donc... en tout cas, c'est pas grave. Mais en tout cas, joli placement qui fait référence, encore une fois, au fil de l'univers. Et ça c'est vraiment génial. Mais la différence, par contre, avec Lothal, c'est que, tu sais, on a cette référence-là que là, c'est la mainmise d'une impériale, puis bon, ça a l'air justement pollué, ou en tout cas détruit, tout ça. Mais on voit rien d'industriel dans cet épisode-là. C'est vraiment un petit village de campagne, on va dire. On voit pas d'industrie, de cracher de la fumée, pis tout ça. T'sais. C'est pas comme si l'Empire était en train de détruire la planète. Moi, ça m'a fait penser un petit peu aussi, tu sais, à Game of Thrones. Tu sais, le côté, le château qui se referme, perdu au milieu de nulle part. Toi, t'es un peu dans le nord, là, si tu veux. Et Ouais, effectivement, c'est une forteresse qui... Bon, faut oublier que à peu près tout peut voler dans Star Wars, là, quand on voit ce genre de concept. Oui, c'est vrai que là, l'utilité de la forteresse, elle est limitée. Sauf si t'es sur une planète où il y a que des paysans, et finalement, les mecs, le max qu'ils ont, c'est une fourche, quoi.
Ouais, ben c'est ça, en fait, c'est aussi, tu sais, quand que... ben ça va être dans l'autre partie après, on en reparlera après. Mais sinon, on peut peut-être parler, c'est ça, de l'intro d'Ahsoka. Écoute... je voudrais finir juste sur le château. Au niveau des décors, je sais pas si t'as remarqué, mais juste au-dessus de la porte d'entrée, tu sais, les espèces de Porsche, et c'était les mêmes Porsche qu'on voyait, tu sais, sur Jakku chez Honey Plot. Exact, et c'est des vieux concepts de Ralph McQuarrie, là, ce genre d'architecture-là. Ça, je l'avais noté, effectivement, parce qu'on la revoit... quand on va dans le palais de la nana, là. C'est ça, exact. Fait que j'ai trouvé que c'était un beau mélange d'architecture traditionnelle japonaise et de ce type de concept-là, très très Star Wars, là, tu sais, qu'on est habitué. C'est-à-dire que dans le visuel, on est à la fois le côté, médiéval, à la fois le côté Japon féodal, et à la fois le Star Wars. Ce qui fait qu'en fait, le gars, il arrive à te placer à la fois les références western, les références samouraï, les références Star Wars, 100% Star Wars, et en mélangeant tous ces petits détails, si tu veux, rien que d'un point de vue visuel, eh ben les mecs, ils arrivent à te faire cette espèce de fusion des genres qui te fait te sentir partout à la fois. Tu vois ce que je veux dire? Mes gamins me posaient la question là justement quand on voyait ça, ils me disaient mais du coup on peut dire que c'est de la science-fiction Star Wars? J'en dis mais Star Wars c'est tout quoi. Enfin, je veux pas faire le gars intégriste qui jure que par Star Wars, mais c'est à la fois un western, c'est à la fois un truc de samouraï, c'est à la fois un space opéra, c'est à la fois... Enfin, c'est tout, en fait, c'est à la fois de la fantasy. Et je leur dis, mais on peut pas que le classer... Ah oui, parce que la maîtresse leur a dit que Star Wars, c'était de la science-fiction. Donc du coup, j'ai un peu élargi, quoi. Du coup, je leur ai dit, bah, c'est un peu plus que ça. Et là, je trouve que ce petit détail, il est vraiment là pour en témoigner. Enfin, cet ensemble de détails. Ouais, ben, on comprend tout de suite dès le début de l'épisode qu'on va être dans cette ambiance-là, très, très film de samouraï, là, qui a tant inspiré George Lucas. Mais western aussi, tu sais, la fameuse. En même temps, oui, avec la fameuse scène de la fin où les mecs se shotent entre eux, c'est génial. Ouais, les deux duels en même temps, mais on y reviendra plus tard. Là, dans le fond, on était dans la grande présentation, la grande arrivée d'Ahsoka. Écoute, personnellement, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Moi non plus. En ouverture de l'épisode, avant même de voir le Mandalorien, on voit Ahsoka. Mais en même temps, alors, sur le coup, j'ai fait un peu la gueule parce que moi, si tu veux, comment je m'imaginais le truc, je le voyais tout le long aller à la quête d'Ahsoka et puis la voir arriver dans l'ombre, tu sais, genre les sables qui s'allument, on voit sa tête tout doucement, ou on voit la capuche. Alors que là, bam, il nous la pose, et en fait, finalement, au début, j'ai gueulé en me disant, oh, c'est con, là, ça, ils m'ont gâché mon moment de bonheur, tu vois. Et, en y réfléchissant... Il aurait fallu que tu les préviennes à l'avance, Thomas, tu sais, que tu les adresses tes attentes par courriel. Oui, c'est ça, voilà, on devrait faire une wishlist, tu sais, mais, et en fait, finalement, c'est pas si mal, parce que déjà, ça nous prend à rebrousse-poil, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que... On n'est pas dans le cliché de voilà, ça va arriver comme ça, on va découvrir Yoda, machin. Là, en plus, Ahsoka, quelque part, on sait qui c'est. Et puis, ça nous la place directement dans le contexte de l'action. Et puis, ça évite un épisode lent, en fait. C'est-à-dire que ça donne le rythme déjà. Et ça pose, si tu veux, dans une scène d'action, le contexte dans lequel les personnages vont se rencontrer. Ouais, puis tu sais, de toute façon, on l'a dit en section non-spoiler tantôt, là, mais est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui savait pas que la Jedi, ça va être Ahsoka Tano? Je veux dire, elle a déjà été nommée dans l'épisode 3 par Bo-Katan. Ensuite, on savait que l'épisode était dirigé par Dave Filoni, tu sais, je veux dire, un moment donné, alors peut-être, alors ça va être une très faible minorité, mais alors peut-être les super novices, les mecs qui découvrent Star Wars, tu vois, dire, ah tiens, il y a une Jedi... Et les gars vont aller sur Google pour savoir qui c'est, tu vois. Ben c'est ça, là, parce qu'il faut pas se le cacher, il y a énormément de gens qui écoutent Mandalorian qui ont aucune idée c'est qui Ahsoka, là. C'est la première fois qu'ils l'ont vu, là. Ouais, puis alors Bo-Katan et Locha, je t'explique pas, quoi. Les gars. Ouais, c'est ça, exact. Fait que sinon, dans cette section-là, on a quand même un bon aperçu au niveau combat d'Ahsoka. Ouais. Ça a été salué beaucoup, hein. Je crois que ça a dû être beaucoup travaillé par l'actrice, puis des coachs, là, d'arts martiaux et très contrôlé à mon avis par Dave Filoni qui voulait une représentation parfaite parce que vraiment en termes de style de combat c'est son personnage Ahsoka, là, ouais, c'est très réussi. J'ai trouvé que peut-être ça aurait peut-être pu prendre une petite accélération artificielle là, dans les mouvements, hein, évidemment quand c'était en animé là, c'était exagéré, ça allait plus la vite, vitesse des mouvements, tout ça. Fait que là, il y avait peut-être ça, mais ça aurait semblé peut-être moins naturel. Donc, non, ça, j'ai été agréablement surpris. Tu sais, tout concorde
dans son style, dans son look. Bon, je sais qu'il y en a on pourra en reparler aussi, là, au niveau de ses habits, puis aussi de sa... Comment on pourrait appeler ça, en tout cas, pas ses cheveux, là, mais sur sa tête, là. C'est l'écu. L'écu? Ouais. C'est quoi dans cette race-là, Thomas? C'est les Togruta. Togruta. Comme Chakti, par exemple. Ouais. Ben, c'est ça. Effectivement, c'est peut-être plus proche de la Ahsoka de Clone Wars que la Ahsoka de Rebels. Au niveau de la tête, les coups étaient plus petits, j'ai l'impression. Ouais. Mais, bon, moi, c'est pas quelque chose qui me dérange tant, dans le sens où c'était des séries animées, déjà, de Clone Wars puis Rebels. Fait qu'il faut quand même s'attendre à des... Et surtout, le gros problème qu'ils auraient eu, parce que si tu prends un personnage comme Chakti, tu sais, c'est la Jedi rouge et bleue qui est dans le Conseil Jedi. Ouais. Le problème que t'as, et qu'on retrouvait dans pas mal de jeux vidéo d'ailleurs, en fait, le problème de Chakti, c'est qu'elle a justement des lécus tellement grands, que si tu veux, je pense que dans les scènes de combat et d'animation, les trucs auraient bougé de partout, ça aurait été impossible à gérer, elle se les serait pris dans la gueule, ou alors elle les aurait coupés avec les sabres, quoi. Donc c'est-à-dire que, tant que t'es dans un dessin animé, ça va, parce que tu gères l'animation. Or là, comme ils sont, et ça se voit, ils sont réels, et ils sont vachement bien intégrés, du coup, je pense que ça aurait gêné l'animation. Et ce petit détail, moi, je pense qu'il est mieux comme ça. Mais faut dire aussi que dans le style d'animation choisi, dans Rebels, tous les personnages avaient des silhouettes impossibles à avoir, et tu sais, tout était aminci, même, mettons, les Stormtroopers, etc. Les TIE Fighters étaient pas avec les mêmes proportions que dans les films non plus. Bref, c'est ça, là. Fait qu'il faut quand même discerner entre le réel puis l'animation, mais non, je trouve que vraiment Rosario Dawson a fait une job parfaite. De toute façon, ça fait longtemps qu'on voulait tout le monde que ce soit elle qui joue Ahsoka. En termes de traits, tout ça, elle était parfaite. Elle aussi, elle avait manifesté. C'est les fans qui ont demandé à la base? Ben, entre autres, oui, il y avait beaucoup de demandes, puis elle, après ça, a embarqué dans le jeu, puis elle a dit qu'effectivement, elle aimerait ça le jouer. Mais là, tu sais, on parle d'il y a quelques années. Mais déjà. Est-ce que ça veut dire que si, comme on n'arrête pas de demander que Sébastien Stan reprenne Luke Skywalker, est-ce que ça veut dire que dans l'épisode prochain, on va le voir? Ça, j'ai des gros doutes là-dessus. Je pense qu'à cette heure, qu'ils sont capables de rajeunir les gens par ordinateur... Mais bon, ça aussi, on aura l'occasion d'en reparler. Je sais que les gens sont partis sur cette théorie-là. Bref, pour cette section-là, c'est pas mal ça. Sinon, on peut peut-être mentionner, on découvre Michael Biehn, l'acteur Michael Biehn, là, qui joue je pense qu'il l'appelle un tueur à gages, en tout cas un mercenaire, qui s'appelle Lang. Et moi, c'est un acteur que j'adore, et puis j'étais vraiment content quand il avait annoncé qu'il allait être dans la série. Là. Je pense que c'était l'hiver dernier ou au printemps dernier là, que ça avait été confirmé assez tôt. Donc, je sais pas si c'est un acteur que tu connais, Thomas, mais... Dans le fond, c'était Kyle Reese dans Terminator. Ah oui, d'accord, oui, c'est Terminator. Ça, oui. C'était, comment il s'appelait? X dans Aliens, le deuxième Alien. Ouais. Donc, c'était quand même le personnage secondaire, là. Il était dans Abyss aussi, il était dans Le Rocher, avec Sean Connery et Nicolas Cage, bref... un gars qui fait toujours des militaires, là, tu sais, dur. Mais moi, j'adore cet acteur-là, fait que j'étais très content de le voir. Moi, je suis pas super fan, comme... Mais il a quand même vieilli, là. Faut avouer que ça fait un choc, là, quand les dernières fois tu l'as vu, c'est mettons dans Aliens, là, tu sais, dans les années 80. Sinon, c'est pas mal ça pour cette section-là. Écoute, je vais te laisser y aller avec la suite, où est-ce qu'on retrouve notre Mandalorien préféré. Ouais. Ok, alors, donc du coup, on a notre Mando qui arrive sur cette planète perdue. Donc, il se rend, donc, du coup, dans la méga forteresse. On va dire qu'ils veulent pas le laisser rentrer, mais que, comme c'est super pratique, finalement, quand t'es emmerdé par un Jedi, d'avoir un Mandalorien tout en bescar, tu te dis, tiens, si on le laissait rentrer, en plus, si on lui fait une promesse de bien le payer, donc le mec, on sent qu'il est pas chaud, parce que il veut quand même avoir des infos pour rencontrer ces Jedi, pour aider son bébé Yoda. Et donc il lui dit, ouais, mais vous savez, je suis très cher. Le gars, il refuse poliment, non, mais je suis trop cher, vous savez, comme je vous le dis, je suis pas bon marché. Comme ça, c'est une façon de faire monter les enchères, tu sais. Alors, ouais, ou alors c'est qu'il ose... En fait, il veut pas lui dire oui. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, en fait, ils ont aussi leur credo qui fait que, pour lui, et ça c'est super important, le credo de son type de Mandalorien, quand tu donnes ta parole, tu y tiens. Et tout le long, en fait, à aucun moment, il lui dit oui. C'est vrai. Il lui sous-entend qu'il va voir ce qu'il peut faire, mais il lui dit pas oui. Or, je pense que s'il avait dit oui, il s'engageait dans le truc. Et je pense que la nuance est là.
D'ailleurs, il rencontre la fameuse impériale qui lui montre sa lance en Beskar. Je pense qu'elle n'est pas honnête non plus, parce qu'à mon avis, elle est pas prête de lui donner non plus sa lance en Beskar. Je pense que c'est surtout pour la pâter. Et donc lui, c'est pas grave, il chope l'information et il va donc récupérer notre super Jedi. Et puis on voit au passage que c'est pas la super fête hein, quand même dans cette forteresse. Il y a les mecs qui sont c'est hyper vicieux quoi. Ils sont entourés de comment dire de comme dans une cage électrifiée et quand le gars s'endort et tombe dessus, il se fait électrocuter. Donc c'est quand même assez vicieux. Donc on sent tu vois, moi j'ai eu l'impression que c'était plus aléatoire justement, histoire de torturer. Là. Ouais, c'est ça. C'était pas quand il s'endormait là, tu sais. Et donc il va justement donc du coup dans la forêt, dans les troncs quoi, on va dire plutôt dans les troncs tout secs, et il rencontre justement notre fameuse Ahsoka. Dans un premier temps, ils vont se mettre sur la gueule, normal. Et donc après il glisse quand même parce qu'on sent quand même qu'il va se faire dominer par Ahsoka et c'est tant mieux. Hein. Ouais, l'inverse serait dérangeant. Ouais, moi je suis copain avec Bo-Katan. Et donc là, ça descend tout de suite la pression. Et joli Joker, c'était le moment de le jouer parce que sinon, à mon avis, il allait virevolter. Et donc, à ce moment-là, donc du coup, bien, il y a un échange. On va pas rentrer trop dans les détails entre les personnages. Et on apprend que bébé Yoda s'appelle Grogu. Il s'appelle Grogu. Donc c'est rigolo comme nom et qu'il a échappé justement à la purge des Jedi, qu'il était entraîné dans le temple de Coruscant. Et ben oui, finalement il a 50 ans, donc il était déjà bébé avant. Et donc on sait pas qu'il a fait s'échapper, etc. Qu'est-ce qu'on apprend comme information importante? Qu'il y a un super feeling entre bébé Yoda et le Mando, ça on l'avait compris, et elle lui explique en gros qu'il a la force, ils essayent de l'entraîner à faire la force, et il y a tout un travail qui est fait sur l'importance du lien et en même temps les dangers du lien. Alors là peut-être que tous ces détails là on les évoquera plus tard, et donc quand on parlera après de leur discussion, et donc au final ils arrivent à se mettre d'accord pour renverser en fait le deal, c'est de dire lui veut qu'elle récupère Grogu et elle veut qu'elle l'aide à renverser du coup l'impérialiste, et donc du coup ils se mettent d'accord là-dessus et c'est parti pour la phase suivante. Voilà, je t'ai fait vraiment c'est bon, écoute, on en a déjà beaucoup là-dessus. Déjà l'arrivée du Mando, comme tu dis, j'ai quand même bien aimé là, quand il se pointe à la forteresse, puis justement le personnage joué par Michael Biehn, là, tout de suite il dit ouais, belle armure. Mais tu sens que tout de suite il voit qu'il a pas affaire à un amateur là, juste en look. Mais comme tu dis, il laisse entrer, puis tout de suite, c'est la proposition, on va dire, mais il y a quand même le petit... quand même quelques scènes pour nous montrer que les villageois sont persécutés, on va dire. Ah oui, le mot est faible. Et qui ont peur, ils veulent pas lui parler, rien. Hein, d'ailleurs, petit... pas easter egg, mais je sais pas si t'avais vu passer, celui qui joue son personnage s'appelle Gouverneur Wing, là, mais dans le fond, le villageois là, qui lui dit ne nous parlez pas, là, qu'on va revoir à la fin, c'est un Imagineer de chez Disney, donc ceux qui créent les parcs d'attractions tout ça, là. Fait que c'est pas un acteur là, qu'on avait déjà vu, là. C'est quelqu'un qui était déjà et qui est très reconnu dans le petit monde de Disney, là. Je voyais que c'était quoi? En tout cas, il est dans la liste, là, le top 500 des Asiatiques les plus influents, d'en faire la même, là, fait que... Bref, je trouve ça le fun quand ils donnent des chances comme ça à des non-acteurs. Ouais, carrément. Films, ouais. On peut imaginer que le mec a fait une demande, en fait, pour en faire partie, quoi. Je sais pas. Enfin, moi, je ferai un stage chez Disney, j'essaierai de croiser Filoni, dans un couloir, et je me mettrai à genoux et je lui dirai, s'il te plaît, fais-moi apparaître dans un fond d'écran, tu sais. Un alien au pire. Ouais, au pire, mets-moi un masque, je m'en fous, je veux être dans une arrière-scène, s'il te plaît, quoi. Sinon, écoute, comme tu dis, les espèces de petites cages, j'ai trouvé ça ben le fun. C'est pas quelque chose qu'on avait déjà vu dans Star Wars, mais ça fait quand même... Ça m'a donné des idées, je me dis, tiens, pour mes gamins, j'ai trouvé ça. Ouais, c'est ça, tu sais, devant la porte de la maison. Là, ouais, quand ils sont pénibles. Mais ça fait très médiéval, justement, tu sais, les traditions d'avoir des pendus absolument. au coin des chemins, là. Mais en même temps, ça fait très Star Wars.
J'ai trouvé, là, puis c'est ça, moi j'ai eu l'impression que c'était plus ou moins, en tout cas, soit des électrocutions régulières ou aléatoires, là, mais tu sais, juste histoire de que la personne, elle peut pas s'endormir, que c'est continu, là, tu sais, ça envoie vraiment un message à la population. Sinon, quoi dire sur cette section-là, ben, c'est sûr que moi j'ai remarqué que quand le Mando entre dans l'espèce de palais, comme tu dis, ou en tout cas dans la section là, de la forteresse de la gouverneure, on va dire, j'ai trouvé qu'il y avait une étrange, tout à coup, là, une colorimétrie qui changeait. Là, on passait du sombre, brumeux, tout ça, à tout à coup clair. Le ciel passe du jaune au blanc. En tout cas, ça m'a vraiment fait bizarre. Et plus tard, quand on va retourner au même endroit dans l'épisode, là, ça sera pas le cas. Là, on va être, ça va être sombre et tout ça. Mais à ce moment-là, c'est vraiment, je me demandais, coudon, il est-tu rentré dans un dôme, tu sais, avec un ciel artificiel ou quelque chose comme ça, là? Mais non, c'est vraiment, je sais pas, remarque, c'est peut-être juste le nuage qui cachait le soleil qui s'est poussé, qui est parti, mais bon. J'ai trouvé ça spécial un peu. Mais sinon, comme tu dis, c'était assez naturel pour eux. Ah, tiens donc, il se pointe un Mandalorien, on a un problème avec une Jedi, tu sais, c'est comme belle aubaine, là. Ouais, les mecs, ils y voient un signe du destin, je pense, là. Ouais, c'est ça. Mais dans le fond, c'est ça, j'ai bien aimé tout, comme tu parlais, l'architecture, tantôt on la revoit, puis tu sais, là, ça fait, c'est dur de faire plus japonais que ça, là. Ouais. Tu sais, t'as tous les jardins. Ça fait jardin zen, tu sais. Mais le paradoxe, c'est qu'en plus, si tu veux, moi, mes gosses, ils ont dit « Oh, mais c'est trop beau chez elle, c'est trop bien !» Et que, si tu veux, il y a le paradoxe qu'on sent vraiment que c'est... elle est hyper vicieuse, hyper malsaine, cette nana. Enfin, je veux dire, voilà, elle opprime tout le monde. Mais elle a un jardin zen. Oh, enfin, voilà, la pratique du zen, souvent, quand même, c'est quand t'es dans la bienveillance, quand t'es dans l'ouverture, machin, que tu donnes aux autres. Elle, c'est juste une grosse enflure. Tu vois, moi, je l'aurais plus vu avec des trucs sadomaso, tu vois, un peu partout. Mais un jardin zen, non, ça lui va pas, quoi. Enfin, ouais, mais sur Disney+, ça aurait peut-être pas passé. Ouais, c'est vrai, ouais, ça aurait peut-être choqué, quoi. Encore que, je sais pas si t'as vu, ils prévoient de faire une chaîne plus contenu adulte. Ouais, effectivement, de toute façon, avec l'achat de Fox pis tout ça, c'était inévitable, parce que là, dans le fond, c'est ça, ils ont plein de matériel qu'ils peuvent pas mettre sur Disney+, en tout cas dans sa forme actuelle. Fait que je me doutais que ce serait inévitable un jour ou l'autre qu'on ait comme une section à part. Et on pourrait presque imaginer que les licences, par exemple Star Wars, pourraient avoir une version un peu plus dark, tu vois. Moi, ça a toujours été mon souhait. Déjà, le Mandalorien, ça faisait, même si j'ai adoré la première saison, ça faisait partie de mes petites déceptions, même si je m'y attendais vu que c'était sur Disney+. Mais tu sais, on est très loin d'un Punisher ou d'un Daredevil, là, en termes tu sais, ça reste plus adulte que ce qu'on a d'habitude chez Star Wars, mais on voit jamais. C'est même plus édulcoré souvent que des vieux, les premiers Star Wars, là, la trilogie originale où est-ce qu'on voyait les bras coupés avec du sang et des affaires comme ça. Là, mais bon, c'est c'est un ou autre alors histoire. l'épisode 3, hein, parce que l'épisode 3 est sacrément dégueulasse quand même. Hein. Exact, ouais, vers la fin, effectivement. Ça y va solide, là. Mais d'ailleurs, je pense qu'il n'y avait pas le même, comment on dit, le rating, là, l'avertissement là, pour les âges. Je pense que l'épisode 3 avait pas le même que l'épisode 1 et 2 à l'époque. Mais bref, on s'écarte. Sinon, justement, comme tu dis, le Mando retourne dans la forêt pour rencontrer, pour aller chercher la fameuse Jedi. Lui aussi, hein, c'est comme tout cuit dans le bec, là. Il arrive là, on lui dit, tiens, on a un problème avec une Jedi. Ah, j'avais pas besoin de la chercher. Fait que ça, c'était un peu facile. C'est la force, c'est la force. Oui, exactement. Ça Faut pas chercher. Mais dans Star Wars, dès qu'il y a quelque chose de pas logique, c'est la force. Qui tombe sous le bas, c'est la force. Ah, ok. C'est ça. Mais j'ai bien... Par contre, bon, il y a toujours le côté, tu sais, là, c'était spectaculaire, comme tu as dit, elle l'attaque directement. Tu sais, je veux dire, c'est pas « Bonjour, qu'est-ce que vous venez faire? » Non, ils sortent de ça avec les sabres allumés, et là, c'est là qu'on se rend compte que son armure peut résister au sabre laser. Parce que, bon, on avait quelques notions sur le Beskar, là, mais on avait pas à ce point-là. Là. Je veux dire, quand je repense à mes épisodes de The Clone Wars, j'ai pas souvenir d'avoir vu des Mandaloriens, bloquer un sabre laser directement avec leurs bras, là, comme on a vu dans l'épisode vendredi. Ah, mais ils avaient pas de Beskar non plus. C'est ça qui est plus ou moins clair, là, on dirait que certains Mandaloriens ont du Beskar, d'autres non. Ah bah oui, non mais c'est le cas. Certains en ont et d'autres n'en ont pas. Parce que dans Rebels,
leur armure est en Beskar, c'est ce qui cause leur anéantissement, on va dire, là, quand avec la machine de Sabine, là, qui les fait cuire sur place, là, quand l'armure est en Beskar. Contrairement aux Impériaux qui, eux, ont aucun problème avec la machine. Là. Je sais pas si tu te souviens un peu de ces épisodes-là. Là. Mais bref, pour revenir à là, dans le fond, mais tu sais, c'est spectaculaire, c'est hot. Mais c'est ça fait pas très Jedi, tu sais, d'attaquer quelqu'un sans même savoir qu'est-ce qu'il vient faire. En plus, si elle l'avait sondé dans la force, tu sais, elle aurait peut-être senti qu'il était pas là pour la tuer. Ouais, alors après, il avait pas son arme dégainée. Une grosse raclure, et tu vois arriver un chasseur de primes. Tu te doutes que quand même, le gars, il est pas là pour l'apéro, quoi, tu vois. Effectivement. J'ai quand même... J'étais content au début de voir qu'il sortait du Razor Crest avec sa carabine, si on peut dire, là, son fameux désintégrateur. Bon, on le voit pas en action dans cet épisode-là, mais souvent il l'a pas. On l'a pas revu dans le fond en action là, depuis la première saison. Fait que j'espère revoir ça, parce que c'était vraiment une arme très cool, là, pareil. Avec les fameuses désintégrations là, que Vader voulait pas que Boba Fett utilise là, dans l'Empire contre-attaque. Mais dans le fond, c'est ça, comme tu dis, dès que Bo-Katan est mentionné, ben là, la pression retombe, puis là, elle dit j'espère que tu viens me parler de l'enfant, ou en tout cas du jeune qu'il y a là. On en arrive au fameux nom, j'imagine. Écoute, je pense que j'ai eu la même réaction qu'un peu tout le monde, mais c'est quoi ce nom-là? Mais où est-ce qu'ils sont allés chercher un nom comme ça? Gros goût. Oui, mais alors du coup, peut-être qu'en anglais, ça fait pas pareil. Ben, écoute... Si tu francises le truc, forcément, ça fait ouais. Gros goût. En tout cas, puis mon anglais est assez avancé que j'essaie d'y mettre... Je vois pas de... Et en plus... ce qui est drôle, c'est que les deux autres personnages de cette race-là qu'on connaissait jusqu'à maintenant, c'était Yoda et Yaddle. Fait que tu sais, il y avait comme une continuité des noms, là. Ouais, c'est avec tous les mecs qui s'appellent avec un Y, je t'explique pas, quoi. Tu sais, après, tu sais, le fameux, le Pierre, tu vois, de Chabat, là. ouais, dans ouais. Mais, bon, c'est ça, il aurait pu l'appeler Leblond, lui aussi, mais bon. Bref, c'est ça. Fait que maintenant, il faut s'habituer à l'appeler Grogu. J'imagine que ça va rentrer. C'est comme quand on a appris que le Mando s'appelait Din Djarin. Sur le coup, ça va mettre le temps, ouais. Mais c'est ça. Je sais pas qui a trouvé le nom. Mais normalement, c'est Jon Favreau qui écrit la totalité. Donc, franchement, je trouve que c'est mignon. Et puis, c'est bien qu'ils aient des noms chelous quand même, tu vois. Enfin, je veux dire, on n'allait pas l'appeler Michael non plus, tu vois. Enfin, ça aurait fait bizarre, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est ça, il s'appelle Michael. Mais, puis bon, la plupart des gens vont avoir remarqué le fait qu'Ahsoka connaît pas Yaddle. Parce qu'elle dit le seul autre de cette espèce-là que j'ai connu, c'est Yoda. Yaddle, elle est dans le conseil, mais qu'au départ. Dans les derniers conseils, au moment où Ahsoka arrive, Yaddle a été remplacée. Ben, effectivement, on la voit juste dans l'épisode 1. Exactement, parce qu'il y a une rotation au sein du conseil Jedi, il y a des membres permanents et des membres, on va dire, vacataires un petit peu. Et donc, en l'occurrence, Yaddle en fait partie, et quand Ahsoka arrive, eh bien, elle est déjà plus là. Ouais, non, c'est ça. Ben, tu sais, en même temps, elle aurait pu la croiser dans le temple, là, mais je veux dire, visiblement, elle l'a jamais même rencontré. Donc, c'est pas une incohérence, tu vois, enfin, je veux dire... Non. Mais moi, ça me maintient ma théorie comme quoi l'enfant, ben, c'est ça. C'est l'enfant de Yoda et Yaddle, là, qui avait trop bu lors d'un party de Noël au temple. Mais, donc... Sachant que c'est quand même des personnes âgées, Yoda et Yaddle, hein. Ouais, mais tu sais, il y a âgé puis âgé, là, dans leur race, là. Ben, je sais pas, la ménopause est à quel âge, là, dans cette race-là. Peut-être à 800 ans, à 700 ans, je sais pas. Mais bon, écoute, moi, personnellement, je peux pas dire que j'ai été emballé, par contre, par l'histoire de l'enfant. Là. Ça, apprendre qu'il a été formé au temple par plusieurs... Tu rigoles, c'est génial! Maître. Non, tu vois, moi, j'aimais bien le concept du fait que ce soit justement un inconnu, un enfant, tu sais, qui avait pas nécessairement été... dans l'ordre Jedi comme tel. Ah non, parce que ce que je trouve intéressant, justement, les gens commençaient à dire, mais comment ça se fait que ce bébé sait déjà se servir de la force? Ouais. Et d'ailleurs, attends, l'épisode 7, c'était la grosse critique. Ouais, elle a pas fait la formation, elle maîtrise la force, et c'est nul, et machin. Là, les gars, si vous êtes pas contents, il était déjà à l'école des Jedi, donc faites pas chier, tu vois ce que je veux dire? Et il y a un truc qui est intéressant, c'est que moi j'aime bien, si tu veux, quand t'as des révélations qui amènent d'autres révélations. C'est-à-dire que maintenant, on sait qu'il était dans le temple. Mais maintenant, ce qu'on va vouloir savoir, c'est comment est-ce qu'il est sorti du temple? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, comment il s'est qui l'a sorti?
je sais pas, c'est Yoda, c'est qui? Et du coup, mon amie, elle me disait, mais et du coup, si ça se trouve, on va avoir un flashback et on va voir peut-être une scène de l'épisode 3. Tu vois, un peu comme The Clone Wars était représenté des scènes qui se passaient pendant l'épisode 3. Là, on pourrait avoir une scène de genre, allez, je fais japper Grogu du massacre d'Anakin. Ben, ce serait très très cool, mais ça fait partie des théories que je pense les gens vont devoir malheureusement s'en passer, mais ce serait très très cool. Ou qui sait, peut-être dans des comics, parce que pour l'instant, on n'a rien sur The Mandalorian. Mais tu vois, ce que je veux dire, ça amène quand même des nouvelles questions, et ça, c'est intéressant. Ben ça, c'est un épisode, effectivement, plusieurs ont mentionné ça, que ça part tellement, ça ouvre tellement de champs de possibilités, là, vers tu vois, ça m'a fait penser, tu vois, un peu à Lost, où à chaque fois, t'avais des questions, les mecs, ils t'amènent une question, une réponse, mais qui ramènent 2 questions derrière, tu vois, et qu'en fait, ça ouvre plein de trucs, en fait. Puis ça finit qu'il n'y a pas de fin. Mais bon, bon, alors, voilà, par contre, faut pas que ça finisse comme Lost, faut que les gars trouvent un vrai truc à la fin. Ouais. Sinon, écoute, dernier petit détail sur cette section-là, le fameux hibou, là, je pense que cette race-là, ça s'appelle des convors. Ouais, c'est Morai. Ouais, celui d'Ahsoka l'appelait Morai. Bon, je pense qu'on peut supposer que ça doit être lui, là. Sinon, c'est un... Oui, c'est lui, c'est confirmé. Ah, ok, c'est confirmé, ok. Mais c'est ça, j'ai trouvé ça cool. Fait que, tu sais, on voit que c'est Filoni qui est aux commandes, là, 100% de ce qu'on voit. Et c'est d'ailleurs, bien organisé. Les chouettes morales, il y en a une dans la fameuse trinité des dieux Jedi. Oui. La fameuse trilogie de Mortis, là. Ouais. Avec la fille, en fait, du dieu, quoi, en fait. Faudrait qu'on amène le Hickbock, il a pas voulu venir, mais c'est lui le spécialiste des dieux Jedi. Ouais. Et voilà, en gros, il y a un des 3 dieux Jedi qui lui est accompagné, c'est son animal de compagnie, un peu soit fétiche, soit j'en sais rien. Enfin, faudrait qu'on ait Loïc. Hein. Vous aurez pas plus d'explications, c'est de sa faute, il a pas voulu venir. Hein. Mais ouais, non, effectivement. Puis après ça, il adopte Ahsoka, si on peut dire. Il se met à suivre Ahsoka par après. Là. À chaque fois qu'on voit Ahsoka, on voit cette espèce de hibou. Elle est bénie des dieux un peu, Ahsoka. Tu vois ce que je veux dire? Ben, en fait, elle est ressuscitée. Je me souviens bien de ces épisodes-là. Dans le fond, elle était morte puis elle est revenue à la vie là, grâce à je sais plus quoi. Là. Bref, on refera un autre épisode pour rattacher. Attends, c'est vachement important parce que c'est-à-dire que si tu veux, ça montre ce lien qu'on a dans le Filoniverse quand même. Ouais, ben c'est peut-être là aussi où moi j'adore qu'il ait rattaché ça à ce qui est récent, à ce qui on va en reparler plus loin là, mais tu sais quand il nous parle de la chute de l'Empire, ce genre de choses là. Mais quand ils viennent rattacher ça avec aussi loin que la République et puis l'Ordre Jedi, tout ça. D'ailleurs, tu remarqueras que... T'aimes pas ça quand ils font ça? Ouais, je trouve que c'est trop. Je trouve que là, c'est... Ouais, parce que le Mandalorien avait ce côté-là d'être détaché du reste de la saga Skywalker. Alors que là, je trouve qu'à mesure qu'il ajoute des références puis des liens... Oui, mais c'est des références qui sont... Ouais, je suis d'accord, c'est en lien avec la saga Skywalker, mais des éléments marquants quand même, au-delà de la saga Skywalker, de l'histoire Star Wars. Ouais, ben c'est ça. Mais bref, je veux qu'on reste quand même en parallèle. Tu sais, je trouve ça je serais très content de revoir des versions. Mais on reste en parallèle, mais on contextualise dans enfin, tu vois, les gars, ils ont un peu aussi un contexte historique. Nous, dès qu'il se passe un truc dans notre vie, un élément, enfin, je sais pas, tu vois, à chaque fois, on le contextualise au vu de ce qui s'est passé dans notre monde, dans notre pays, etc. Bah là, c'est la même chose, quoi. Oh, ouais, c'est vrai, t'as pas tort. Non, c'est ça, c'est peut-être juste, c'est moi là qui, qui veut justement pas trop se rapprocher. Je veux vraiment qu'on reste séparés de l'univers Star Wars qu'on connaissait jusqu'à maintenant pour explorer autre chose, tu comprends? Mais je suis très content quand même de revoir ces personnages-là. Ouais, j'aime bien le fait de tout lier. Tu te rends compte que l'épisode précédent, on avait la gomme de lien avec la postlogie, là, la gomme de lien avec la prélogie et The Clone Wars, c'est Rebels. Et enfin, tu vois, je veux dire, c'est un régal, quoi. Puis alors, la trilogie originale, n'en parlons même pas, tout ce qu'on a comme... Mais, du coup, je trouve que ça fait vraiment... Alors, par contre, je veux pas de lien avec Résistance. La série télé. Bon. À ce moment-là, on fera l'inverse. Tu feras l'avocat du diable pour Résistance. Moi, je ferai celui qui a bien aimé, etc. Parce qu'il y avait quand même plein de bonnes choses dans Résistance. Et est-ce que t'as aimé quand même
le moment où justement, pareil, il y a une référence où elle dit, il lui demande d'entraîner le Grogu, et elle dit non, moi j'ai déjà connu, il est trop attaché à vous, je sais ce que ça fait quand on essaye de donner la force à quelqu'un qui a trop de sentiments, après ça finit mal. Ben là, la référence à Anakin est évidente là, pour n'importe qui a suivi. C'est clair, un peu. Et je pense que elle est accessible en plus aux néophytes, quoi. Oui, parce que c'est en tout cas ceux qui ont juste vu les films là, ouais, effectivement, c'est relativement clair. De toute façon, est-ce qu'on aurait vu, en tout cas, admettons qu'elle avait pris l'enfant sous sa gouverne là, à partir de cet épisode-là. Ça aurait été quoi le reste de la série? En tout cas, pour l'instant, tout tourne autour de cette relation-là entre Din Djarin et Grogu maintenant. Donc, je sais pas. Mais petite mention aussi, quand tu parles à ce moment-là, quand qu'elle, pas qu'elle l'entraîne, mais qu'elle teste, là, comme elle dit, là, qu'elle met à l'épreuve ou quelque chose comme ça. Je sais pas si tu as remarqué, mais au niveau de la gestuelle, là, vraiment clairement, là, ils lui ont fait visualiser de Clone Wars et Rebels les mouvements qu'elle fait avec la main, avec le poignet, avec les doigts. Aussi, quand elle lui passe la petite roche, là, c'est typique de ce qu'on voyait dans moi j'avais pas relevé ce détail jusqu'à ce niveau-là, mais c'est Loïc, effectivement, qui nous a envoyé un message tout à l'heure, qui aurait bien aimé participer, mais qui évidemment pouvait pas, et qui nous a dit, les gars, faut le dire absolument ce détail-là, et c'est vrai que à y réfléchir justement maintenant qu'il a soulevé le truc, oui, et clairement, Filoni, il a été là pour dire regardez les gars, moi je veux un truc cohérent, je veux qu'on vive le truc, et j'ai hâte de voir un truc. On a appris, tu sais, qu'il y aurait les bonus. On se posait la question l'autre jour avec Céline, making of, enregistré. Ouais. Tu sais comment ça s'appelle cette série? Les épisodes de making of là. Oui, mais ça porte un nom. Quand ça porte un nom, je me souviens plus. Ouais, bref, bon. Sur Disney+. Les mêmes making-of qu'on avait eu sur la saison 1, on va les avoir dans la saison 2. Et je pense que quand Filoni va nous parler de cet épisode, je suis sûr que je vais pleurer. Ça va être très dur. Faudrait que j'enregistre derrière un Star Wars en direct pour m'en remettre, tu vois. En fait, de la manière qui était construit ceux de la première saison, j'ai l'impression que ça va peut-être être un épisode global sur tous les personnages ramenés, là. Fait que Cobb Vanth, Bo-Katan, Boba Fett, Ahsoka, etc. Ceux qu'on a jusqu'à maintenant. Mais Rosario Dawson, moi je salue là, que clairement elle a vraiment rendu hommage au personnage animé qu'on aimait tant. Et en plus, si tu veux, t'as des moments, c'est un moment moi que j'aime bien dans Star Wars, des moments où on se pose et où il y a un aspect, si tu veux, un peu spirituel, philosophique et calme, tu vois ce que je veux dire, le côté zen des Jedi justement. Tu vois, réflexion, tout ça. Ouais. C'est vraiment des temps à la fois il se passe rien et à la fois on s'ennuie pas, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ben de toute façon, je pense que personne voudrait un film de Michael Bay de Star Wars, là, c'est parce que... Ah bah non, c'est Star clair. Wars, oui, il y a de l'action, mais c'est ça, il y a de la réflexion, fait que... Puis c'est ce que je reprochais au film de J.J. Abrams, justement, c'est qu'il y avait pas cet aspect-là de réflexion, qu'on était tout le temps dans du trouble d'attention, là, je sais plus comment vous le dites. Ici, on dit des TDAH, là, au Québec, là. C'est bref. Mais c'est ça, pour revenir à notre épisode, parce que là, on divague encore. Je mentionnerai peut-être une dernière chose, on ne l'a pas dit jusqu'à maintenant, mais la voix d'Ahsoka, je sais qu'en anglais, certains ont dit, ouais, c'est pas tout à fait Ashley Einstein, la voix de Rosario Dawson, mais en français, on peut peut-être souligner l'effort qu'ils ont fait de prendre la même voix. C'est ma fille qui m'a fait remarquer ça. Elle me dit mais papa, elle a la même voix que dans le dessin animé. Ouais. Bah, je lui dis ouais, mais forcément c'est des doubleurs quoi. Ben oui, mais tu sais, ça m'aurait pas surpris qu'elle aille chercher plutôt la doubleuse officielle de l'actrice. Carrément. Souvent ils ont toujours les mêmes. Tout comme pour The Clone Wars, nous on pouvait se taper les vraies voix en français. Ouais, ben ça, il y a ça aussi là, parce que les voix de France et les voix du Québec t'es pas toujours les mêmes. Entre autres, celle de Yoda là était très très différente. Comment? Vous avez encore des voix Québec? Ben, sur The Clone Wars, on les avait. Ouais, parce que Rebels, il n'y en avait plus. Pour la 7e saison, par contre, non, on les avait pas, là. Mais, fait que c'est ça, il y en a qui avaient fait le saut, parce que la voix de certains personnages, Anakin, entre autres, et Yoda, me semble, c'est les voix les plus différentes, là. Très éloignées, mais Ahsoka, j'ai pas souvenir que ça m'avait choqué, là. Fait que... Mais oui, encore des traductions, mais pour les films. Par exemple, dans Rebels, je pense pas qu'il y avait une version québécoise, je suis pas certain. Là. Et dans déjà qu'on a pas eu les Blu-ray, alors tu vois. Ouais, effectivement. Bref, revenons. Écoute, je vais te laisser y aller peut-être avec le résumé de la fin.
Ben, de la fin, ouais, c'est ça, la dernière partie. Je voulais rajouter un autre truc, si tu veux, Oui, qui m'a bien fait poiler avant qu'on finisse. C'est le moment où, justement, il veut lui montrer son potentiel de force. Et il lui dit, mais tu vas voir, il peut le contrôler, machin. Et il lui dit, vas-y, regarde, je vais te montrer, vas-y, prends la pierre, Grogu, montre comme t'es balèze avec la force. Et le gamin, moi, ça me fait penser, mes gosses, gamins, ils sont toujours comme ça, là, j'en ai encore un bébé, là. Je lui dis, fais ça. Non. Enfin, c'est trop marrant. Ouais. C'est-à-dire que tu sais, t'as des potes, tu dis, regarde, il sait faire ça et tout, et le moment où tu lui dis vas-y fais ça, et tant mieux, ils ont raison, parce que ils ont raison d'avoir ce caractère-là, tu sais, voilà, on n'est pas des animaux, et de dire bah non, je le ferai pas. Et juste après, t'arrêtes de lui demander, bah il le refait. Mais j'ai trouvé ça bien que pour le faire, c'est le Mando qui réussit à lui faire faire, et avec le... Exactement. Avec, ben pas le jouet, là, mais avec l'embout rond, là. Ouais, ça bouboule. Ouais. Fait que, non, ça, j'ai trouvé que c'était bien une belle construction au niveau scénaristique. Exactement. Et ça montre quelque chose de très important dans la Force. Elle parle de connexion, Ahsoka. Ouais. Ça montre que la connexion à la Force, c'est aussi les liens d'attachement. Et c'est quelque chose d'assez fort, je trouve, de présenter ça comme ça, de te dire, bah voilà, enfin... Je veux dire, les liens entre les personnages, c'est pas juste, ouais, on bastonne bien ensemble, non, c'est qu'il y a un feeling, tu vois, qui se construit pas comme ça du jour au lendemain, quoi. Je trouve que il y a un aspect humain, je trouve, dans The Mandalorian qui moi me touche quand même, et je trouve que c'est très important. Quoi. Mais j'ai quand même été surpris quand même par son refus, on va dire, vraiment net et soudain et catégorique de pas l'entraîner. Puis tu sais, elle dit pas, au départ, elle dit pas j'ai une solution de rechange, c'est vraiment, elle lui suggère d'abandonner complètement la force, et elle dit que ses pouvoirs se perdent ou une affaire comme ça. Dans le sens où, tu sais, là, elle est face à quelqu'un qui a un gros potentiel au niveau de la force, et qui est plus ou moins élevé comme le fils d'un chasseur de primes. Et là, elle se dit que c'est mieux qu'il soit élevé par un chasseur de primes plutôt que par elle. En tout cas, mais dans l'idée qu'il laisse ses pouvoirs de côté, tu vois. Ouais, mais en tout cas, c'est ça. Je comprends que c'est une émission de télé, là. C'est pas un livre, t'as pas 400 pages pour développer la réflexion, mais tu sais, c'est... je me suis dit, ok, tu penses vraiment que c'est mieux pour la galaxie qu'il soit entre les mains d'un chasseur de primes que... En tout cas, tu sais, dans la possibilité qu'il vire mal, je me dis... Alors après, tu sais, c'est un peu comme... elle est un peu dans la posture de Luke, tu sais... où clairement, Luke, il ferait mieux de filer un coup de main, mais les mecs, ils sont tellement blasés de ce qui s'est passé que... préfèrent lâcher l'affaire, tu vois. C'est genre en mode un peu dépressif, tu vois. J'en ai marre, lâchez-moi, quoi. Ah ouais, foutez-moi la paix avec ces conneries de Jedi, tu vois. Ouais, c'est vrai, j'avais pas vu comme ça, c'est très possible. Je veux plus prendre... Parce que, finalement... tu vis derrière avec le poids de la responsabilité. Et les mecs se rendent compte, un peu comme dans Spider-Man, tu sais, grand pouvoir égale grande responsabilité. Quand on te met la responsabilité de mecs qui ont la force des Jedi, plus tard, ce qu'ils vont devenir, putain, t'imagines le poids que ça représente. Ouais, j'arrive à dire, bah, tant pis si ça chie, moi là c'est bon, là, j'ai assez donné, quoi, tu vois. Fait que, écoute, je te laisse attaquer la dernière partie, on va avoir l'occasion de reparler de certains. Eh ben, dernière partie, c'est parti pour la baston, donc. Et donc, assez surprenant, moi mes gamins me disaient, tu vas voir, ils vont faire semblant, tu sais, la technique à chaque fois qu'ils font, il va faire semblant d'avoir attrapé Ahsoka, tu vois, il va lui mettre des fausses menottes, et il va la ramener pour rentrer jusqu'à la machin, et il va tout bastonner. Et on se dit, oh, le plan il est gros comme une maison. Un peu comme, tu sais, Ahsoka, on pensait qu'on allait la voir arriver dans la grotte, dans le noir, machin. Et en fait, on se dit, ouais non, ils vont quand même pas y aller, bah non, c'est logique, ils vont pas y aller comme des gros bourrins. Et puis tu la vois sauter sur les mecs. Ah si, ils y vont comme des gros bourrins. Et quelque part, t'es surpris, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu casses le côté conventionnel de ce qui se passe d'habitude. Et du coup, c'est bon, quoi. Et c'est parti. Et donc là, ça bastonne. Et moi, je peux pas m'empêcher d'avoir le sentiment de me dire, tu vois, pourvu qu'ils zigouillent pas notre dernière Jedi. Et puis, putain, ce perso, ça fait quand même 10 ans qu'on le construit, vous allez pas nous le déniapper, hein. Donc, t'as encore plus de stress qu'elle se fasse zigouiller. Bon, parce que, en plus, dans l'absolu, rien ne nous dit qu'elle se fait pas zigouiller, tu vois. Elle pourrait très bien, même le Mando, on sait pas plus tard, ou Grogu, s'ils existeront toujours. Effectivement, alors on n'a aucune indication sur par après, ouais. Pas comme si on avait lu qu'on sait que voilà, il restera, mais là on sait pas. Donc il y a ce côté un petit peu stress, donc ça bastonne. Donc là c'est hyper sympa. Et après donc du coup ils se séparent, ça finit. Je le fais vraiment en mode court hein, parce que décrire les combats c'est pas forcément très intéressant. Il y a une baston qui se passe du coup à l'extérieur de la résidence de l'impérial et une baston qui se passe à l'intérieur. Donc les deux cow-boys. Mal contre et de l'autre côté les deux
les deux nanas plutôt samouraï, Ouais. quoi. Donc il y a le genre samouraï dans la cour intérieure et le genre western dans la cour extérieure. Sachant que du coup, ce qui est intéressant, c'est que le combat se passe vraiment comme un combat de samouraï et le western se passe vraiment comme un comment on appelle ça, un duel de cow-boy, quoi. Et c'est ça qui est hyper intéressant. On sent vraiment l'ambiance dans chacun des deux et ça alterne d'un plan à l'autre. Et je trouve que ça, c'est assez dynamique. Plus, on rajoute aussi l'idée que ils envoient aussi des mercenaires choper le Mando et la Jedi. Et ils envoient également des droïdes. C'est ceux-là qui sont assez singuliers. Je crois qu'ils les appellent des HK-47. Ouais, quelque chose comme ça. Et il me semble que c'est un nom d'une arme, ça. Ben, c'est la référence au AK-47, ouais. Quand même l'arme la plus produite de l'histoire de l'humanité. Voilà, et donc du coup, je trouve que c'est assez bien vu. Et ces droïdes sont intéressants parce qu'ils sont hyper agiles. Tu sais, ils font des roulades, c'est un peu des droïdes Yamakasi, tu vois, commando, quoi. Et pourtant, ils sont tout moches, mais ils défoncent bien. Et ça, c'est pareil, je trouvais que c'était intéressant parce que, bon, bah, voilà, c'est du droïde un peu atypique. Et puis donc du coup gros win de la part de Ahsoka et de Din Djarin, du Mandalorien qui elle nous parle, enfin nous fait une révélation. Elle nous dit que au-dessus d'elle il y a tadam, l'amiral Thrawn. Ben, et la toute fin on la garde peut-être pour la fin okay. Pour faire les spéculations. Okay. Ben écoute, déjà, comme tu dis, ils vont à la bourrin, comme tu dis, là. Dans le fond, on rentre puis on défonce tout. En fait, à voir ça, on se demande un peu à quel point elle avait besoin de Din Djarin, dans le sens où elle-même, elle lui répondait, mais c'était peut-être de l'humilité ancienne Jedi. Mais tu sais, je pense qu'elle aurait tout à fait réussi sa mission sans lui, là. Ça aurait pas vraiment été un problème. Mais j'ai bien aimé les combats dans la cité, là, justement, avec toutes les petites ruelles, là, et c'est là qu'on voit des lots de chats à tout bout de champ, là. Mais non, c'est ça, c'est des séquences que j'ai beaucoup aimées. Et je sais pas si t'as remarqué, mais quand il attraque la carabine du mercenaire, on va appeler, là, le gars joué par Michael Biehn, c'est un genre de shotgun. Et j'ai pas souvenir qu'on avait déjà vu ça. J'aurais peut-être dû demander à un spécialiste, mettons, des armes de Star Wars, là, un spécialiste de Battlefront 2 ou des choses comme ça. Mais j'ai trouvé que pour chasser une Jedi, c'est vraiment l'idéal, parce que quand c'est un seul tir laser, ben là, évidemment, le Jedi va le contrer avec son sabre. Mais quand il tire, j'ai vraiment l'impression que c'était en plein de petites, un peu comme de la chevrotine, tu sais, tu comprends, qu'une arme de chasse là, traditionnelle. Donc, à ce moment-là, comment contrer ça avec un sabre laser, c'est beaucoup plus dur. Et effectivement, quand on voit souvent en gros plan le bout de son canon, et c'est plusieurs petits trous, tu sais, ce n'est pas un gros canon là, unique. Fait que j'ai trouvé ça très original comme concept, puis j'ai pas souvenir qu'on avait déjà vu ça dans Star Wars. Peut-être les auditeurs pourront me corriger en commentaire. Sinon, bon, évidemment, c'est ça, on en arrive assez vite là bon, c'est sûr que la vilaine qui décide de rester toute seule dans chez elle, là, puis d'envoyer la totalité de ses forces contre Ahsoka, bon, ça, c'est du déjà vu un peu, là, mais non, j'ai quand même bien aimé, puis comme tu dis, le duel des deux côtés, hein, le duel de cowboy, puis le duel de samouraï, ouais. C'était très bien. Leur position de combat, tu sais, c'est ça, on sent l'influence là, Japon féodal, vraiment, on y est, puis comme tu dis, de l'autre côté, on est dans un western typique, là, tu sais, on se doute quand même de ce qui va arriver, mais j'ai bien aimé, c'est là en plus qu'on a de la discussion en plus entre le Mandalorien puis Lang, qui s'appelle, là, le mercenaire, donc j'ai quand même aimé ça, tu sais, lui aussi, il est à contrat, dans le sens que c'est pas comme si c'était un fidèle, là, mettons, de l'Empire ou quoi que ce soit. Il lui demande qui va gagner, puis là, il écoute les sons de la bataille de l'autre côté du mur. Tu sens que le gars est calculateur. Ouais, c'est ça, exact. Mais tu sais, dans cette série-là, c'est ça, c'est tous des gens qui sont à leur compte, là, puis à part les impériaux, là, que c'est des fanatiques un peu, mais... Fait que bref, non, j'ai quand même beaucoup aimé ça. Puis le combat contre la lance, on va appeler ça comme ça, là, le bâton en Beskar. Ça faisait une variante qu'on n'avait pas nécessairement eu souvent dans Star Wars. Après, quand même, t'es entre une nana impériale et une utilisatrice de la force, quoi. Enfin, je veux dire, et pas n'importe laquelle, Ahsoka Tano, quoi. Exact.
Normalement, elle aurait dû la plier plus vite fait quand même, non? Ben oui, c'est ça, quand elle l'a désarmé d'un de ses 2 sabres, là, ça m'a surpris un peu, là, effectivement, parce que c'est quand même assez Ouais, fun. franchement, c'est vraiment histoire de mettre du fun, parce que... de rendre ça spectaculaire. Avant tout, tu sais, pour moi, les chefs impériaux, c'est plus des tacticiens. Alors, Thrawn, il s'entraîne un petit peu, on le voit, mais voilà, on sent bien que physiquement, normalement, il est pas au level d'un Jedi quand même, surtout d'un Jedi comme Ahsoka. Ouais, c'est la différence entre la réalité et du soap opéra. Dans ce cas-ci, du space opéra. Dans le sens que Tarkin aussi était un combattant exceptionnel. Le Thrawn était un combattant exceptionnel. Tu sais, Vador. Ouais, mais à côté d'un Vador, ils auraient pas tenu le coup, quoi. Non, effectivement. Elle a tenu le choc contre Vador. Et on va mentionner aussi, on l'a pas dit depuis le début de l'émission, Thomas, mais dans le fond, c'est pas une. C'est pas une impériale. On l'appelle l'impériale parce qu'on n'a pas vraiment de. Mais dans le fond, c'était une industrielle, si je comprends bien. Là. Ahsoka nous expliquait que c'est une qui a aidé à construire. Peut-être qu'elle est placée quoi par l'Empire. Ben, mais non, mais elle a rejoint une corporation industrielle qui a aidé à construire la flotte impériale. Ouais, t'as raison, c'est pas tout à fait une impériale au sens c'est ça, c'est pas une. Fait que tu sais, le fait qu'elle ait des droïdes au lieu d'avoir des stormtroopers, tout ça, ben c'est ça c'est pas venu me déranger. Ouais, c'est vrai. Ouais, t'as raison de nuancer le Sur les droïdes aussi, t'as mentionné leur concept, j'ai trouvé très original, puis quand ils nous montraient que justement ils pouvaient tourner leurs bras à 360 degrés pour monter sur la toiture. J'aurais quand même bien vu des droïdes, mettons, IG, comme on voyait dans Revanche des Sith, là, ceux qui protègent les hauts gradés, puis tout ça. Mais non, c'est quand même bien là, comme concept. Et il y en a qui auront peut-être remarqué, puis honnêtement, fallait le voir, là, c'est en arrêt sur image, il y a le logo de la 7e flotte de l'Empire sur le droïde. Faut vraiment faire attention, puis c'est sombre en plus à ce moment-là, faut éclaircir l'image. Mais il y a le logo de la flotte de Thrawn sur le droïde. Fait que ça, bon, personnellement, je considère que ça veut rien dire, mais on en reparlera dans les spéculations, là. Mais tu sais, c'est ça, les liens avec Thrawn sont là. Et c'était une belle surprise quand Ahsoka y a demandé à la fin où est-ce qu'il est le grand amiral Thrawn. Moi, j'ai trouvé ça bien qu'il le mentionne. Ça vient connecter tout ça. Mais je peux pas dire que j'ai été surpris au même niveau que toi, dans le sens que c'est vraiment... ça respecte le canon. On sait qu'à ce moment-là de l'histoire, Ahsoka et Sabine sont à la recherche de Thrawn et d'Ezra, pour retrouver Ezra, dans le fond. Là. Fait que, reste à voir à quel point le dernier épisode de Rebels se passe avant. On suppose qu'il se passe avant Mandalorian, mais ça se peut qu'il se passe tout de suite après aussi. On n'avait pas nécessairement de... On savait pas ça faisait combien de temps là, que Lothal était libéré quand on revoit Sabine puis Ahsoka. Que je me le remette, mais c'est vrai que, alors, moi, quand j'ai eu Throne, c'est là que j'ai crié. Non, putain, j'ai trop content. Comme quand j'ai vu, tu sais, dans le premier épisode, j'ai vu le sable bouger sous Tatooine, je me suis dit, non, ils vont faire un dragon craie. Bah oui. Si tu veux, j'ai l'impression que si tu veux, les mecs, ils ont fouillé mon cerveau, tu sais, et ils ont été chercher tous mes fantasmes de fans de Star Wars, et qui me font ça, quoi. Tu vois, ils me font la saison 2 du Mandalorian. Et je me dis, mais comment vous faites, les gars, pour savoir, pour aller chercher tout ce que j'ai dans la tête, tu vois. Et c'est incroyable, et on le verra, je pense, dans les... j'ai trop hâte de voir les bonus pour voir leurs yeux briller, tu vois, quand ils vont en parler, quoi. Vraiment, moi, ça m'a... Je suis comme un dingue. Mais pour autant, j'ai pas forcément envie de le voir dans le Mandalorian, ce round. Non, moi non plus, effectivement. De toute façon, j'ai pas l'impression qu'on va le voir, déjà. À mon avis, c'est du teasing pour un autre produit. Exactement. Que ce soit en live ou pas. Peut-être le fameux film dont il parle. Oui, de toute façon, il y a une très très forte rumeur d'une suite à Rebels en production en ce moment. Donc, pas nécessairement en live. Là, comme il parlait d'une suite à Rebels, on supposait que c'était en animé. Mais moi, j'ai l'impression que tôt ou tard, on va revoir ça. Et Timothy Zahn, l'auteur des livres sur Thrawn, disait que lui-même avait tout un pitch déjà prêt là, pour une suite à Thrawn Trahison, là, qui vient de sortir en français d'ailleurs récemment. Mais il faudrait que ces éléments épiques qui se passent sur Thrawn, il faudrait qu'ils prennent Timothy Zahn et qu'ils lui fassent piloter une série en tant que scénariste. Ça serait génial. Ça, effectivement, là... Parce que je trouve que c'est dommage de gâcher son potentiel scénaristique. Enfin, c'est pas le gâcher, mais moi j'aime bien lire des romans de Star Wars, c'est super sympa, tu vois, là... Mais putain, quand tu le vois à la télé, moi ça me fait pas la même magie, quoi, tu vois. Je dis, ah ouais, le scénario est bien, bien pensé ça, c'est sympa et tout.
Mais putain, quand tu le vois à la télé et tout, enfin, je veux dire, c'est une explosion de saveur, quoi. Enfin, Il n'y a pas rien que ça, c'est que prendre un personnage aussi riche que ça et le mettre dans une série qui était à la base un peu plus pour enfants, Rebels, ça reste qui avait légèrement déformé le personnage. Je pense entre autres à une scène où il bombarde impunément des civils, là, ça fitait pas du tout dans le personnage de Thrawn. Mais bon, il fallait que ça soit un méchant, tu sais, donc... Mais pour revenir à l'épisode, écoute, c'est ça. Je sais que les gens sont partis dans des folles spéculations depuis vendredi là, sur Internet. Moi, personnellement, je crois que les gens vont peut-être devoir se calmer. À mon avis, au pire, on en reparlera peut-être après la dernière partie. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé cette révélation qui n'en est pas une. Là, dans le fond, je trouve que ça fait juste garder une certaine logique. Je pense les gens c'est ça qui sont partis là, dans des théories comme quoi Thrawn est de retour puis ça va être comme dans les légendes là, puis il va rebâtir l'Empire. Wow, calmez-vous là. Oui, ça fait partie des possibles, mais c'est tout simplement possible qu'elle est à la recherche d'indices là, tu sais, veut dire oui, ça se peut qu'il soit au-dessus de Moff Gideon, hein, qu'il soit derrière cette histoire-là. Ouais, ça me semblerait logique parce que moi, Moff Gideon, je le trouve pas, il est sympa, mais je le trouve pas super charismatique, tu vois. Je trouve que, par exemple, l'acteur, quand il joue dans The Boys, tu sais, qui fait le patron de Vogt, là, il envoie. Ouais, ou dans et là, je Bad. trouve pas en carton, mais pas loin. Enfin, pour moi, il a pas... Ouais, il fait un peu cheap, quand même, des fois. Les gens font le lien aussi... parce que dans Rebels, on avait vu Thrawn s'entraîner avec l'équivalent des Dark Troopers, ou en tout cas quelque chose qui ressemblait beaucoup. Et là, c'est ça, voyant Moff Gideon avec des droïdes qui ressemblaient, Ouais. Et Thrawn, si tu veux, je trouve qu'il est tellement charismatique comme personnage. Alors, sous réserve qu'il soit réussi, mais moi, en plus, il fait vraiment, tu sais, dans mes personnages préférés, c'est là où je me rends compte, c'est que c'est même plus les personnages des films maintenant. C'est les personnages de l'univers étendu. Exact, moi aussi. Tu vois, le Mandalorian, Ahsoka, Thrawn, Hera, Grogu même maintenant, tu vois, mes personnages favoris maintenant sont des personnages de l'univers. Maintenant qu'on a des séries live aussi, ça devient autre chose avec Mandalorian, tu sais, est-ce qu'on peut vraiment parler d'univers étendu dans le sens que maintenant ce sera plus juste les films. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Avec Mandalorian, le grand public voit cette série-là, là. Je veux dire, puis de tous les âges, là, je connais des gens qui connaissent rien à Star Wars qui écoutent ça. Et ils vont se rendre compte du coup de la profondeur de Star Wars, c'est-à-dire que justement, moi je trouve que ce qui fait la profondeur du truc, c'est vraiment l'UE quoi, en fait, qui développe tout quoi, tu vois, qui va super loin en fait. Écoute, c'est ça, comme on tombe bien vite dans les spéculations, je vais te laisser attaquer le résumé de la fin, de la conclusion. Eh bien oui, donc c'est la fin, on a gagné, on a tué les méchants, on a libéré le village. Donc le responsable du parc est très content, il vient remercier le Mandalorien à la fin. Et notre ami Ahsoka offre la lance au Mando en Beskar, il dit non mais ce sont des politesses, patati patata. Et au moment de partir, on a l'impression que Mando va partir tout seul et Baby Yoda va rester avec Ahsoka. Bah non, elle lui dit oh non en fait tout compte fait j'ai changé d'avis. Donc elle, c'est pas trop telle est la voix, hein, et donc du coup donc il commence à faire la gueule, dire oui mais t'abuses tout ça. Et avec les Jedi c'est toujours d'un certain point de vue, hein, ils aiment ça ce concept-là. Ouais, c'est une manière de pas honorer ta parole, tu vois. Mais t'es un gros con, d'un certain point de vue, tu vois. C'est ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc du coup elle lui dit bon écoute, l'eau de consolation, on va couper la poire en deux du coup. Pour pas que tu partes fâché, t'as qu'à l'emmener sur une planète, la base des Jedi, tout ci, tout ça, et il y a sûrement d'autres Jedi qui n'ont pas qu'à l'encher qui vont te rejoindre. Et la planète qu'elle annonce, c'est la planète Titon. Je sais pas si je le prononce correctement, ou Titon. Et donc, cette planète, elle est très intéressante. Pourquoi? Parce que c'est la planète qui a vu la naissance de la Force, en fait, des premiers Jedi, etc. Alors, ce n'est pas la seule. Effectivement, on mentionne aussi Ahch-To, Jedha... en fait, c'est là qu'on vient mélanger aussi les informations légendes et canons. Parce que comme tu dis, dans les légendes, elle était très, très, très... C'était vraiment la planète d'origine. Eh bien, pas tout à fait, mon cher Francis. Non. Pourquoi? Parce que Titon, justement, elle apparaît également dans Dr. Aphra. Oui, exact, ouais. Donc, et elle apparaîtra aussi dans The High Republic. Ouais, c'est ça. Fait qu'on a du légende, on a du canon. The High Republic... c'est ça, on va voir là, les nouveaux contenus là, des High Republic.
Mais en tout cas, c'est de la spéculation de ma part, mais j'ai pas l'impression que ça va être aussi la planète, aussi d'origine des Jedi, tout ça, que c'est dans les légendes, dans le jeu des Old Republic. Eh ben, en tout cas, moi, ça m'a l'air d'être barré comme ça, puisque il est dit aussi que, en fait, il y avait justement à l'époque où il y avait beaucoup de Jedi, et il y avait, tu sais, les Jedi étudiants, en gros, tu sais, mais ceux qui faisaient que ils appellent ça les Jedi Scholars. C'est en gros, c'est ceux qui sont des un petit peu, tu sais, comme dans les religions, tu sais, les gars qui étudient des théologiens, quoi, un petit peu. Et bien en fait, ils allaient sur toutes les planètes les plus forceuses, en gros, et dedans t'as Ahch-To, Coruscant, Jedha et Osus, qui étaient justement dans les tout premiers Tales of the Jedi de Kevin J. Anderson. Et donc du coup, cette planète, et donc du coup après ils arrivent pas trop à dire laquelle c'est la first, quoi, en gros, tu vois. Mais néanmoins, elle est reconnue comme étant quand même the Big Planet, tu vois. Non, ben c'est ça, j'ai hâte de voir comment ils vont la dépeindre. Donc, parce que dans Dr. Aphra, c'est une planète enneigée, tu sais, à la hotte, là. Donc, mais là, on en a déjà vu une aussi au début de la saison, dans le 2e épisode, je pense. Donc là, est-ce que ça va être un peu plus comme dans The Old Republic ou comme dans le comics, je sais pas. Ouais, elle était vue dans The Old Republic, cette planète. Ouais, c'est ça, mais The Old Republic, c'est pas canon. Ouais, effectivement. Mais néanmoins, ce qu'on remarque, c'est que quand ils vont chercher des éléments canons pour les canoniser, des éléments légendes pour les canoniser, ils ont tendance quand même à reprendre les caractéristiques. Oui, tout à fait. Ils font, ils divergent pas trop. Là, pas l'histoire, mais la caractéristique de la planète ou du personnage. Ben, de toute façon, ça peut être une planète à multiples climats, là, je veux dire. Je sais qu'on est habitué dans Star Wars à avoir un seul climat, là, mais ça aurait aucun intérêt de reprendre le nom de la planète et de complètement changer le caractère de la planète. Et en plus, ça ferait gueuler les fans, c'est pas ce qu'ils veulent faire. Ouais, parce que dans Dr. Aphra, dans mes souvenirs, c'est vraiment... moi, je pensais qu'on était sur Hoth au début, là, donc c'est vraiment une planète enneigée avec des grottes pis tout ça, là. Mais en tout cas, on va voir pis ça, c'est si on le voit dans la saison 2, en fait. Ouais, alors ce qu'elle lui propose en plus, elle lui dit, bah écoute, tu vas aller là-bas, tu vas aller au temple, le big temple, en fait, des Jedi, et donc du coup, à ce moment-là, soi-disant, ça va faire, si j'ai bien compris, un espèce de rayonnement dans la galaxie qui va toucher les Jedi par un lien télépathique, et en gros, s'il y a des Jedi dispo, en gros... ils vont venir, quoi, tu vois, c'est un peu comme Uber Eats, quoi, tu vois, les gars, ils attendent un appel, et du coup, tiens, c'est pour moi, je prends la course, et les gars, ils y vont, quoi, tu vois. Mais elle mentionne qu'il n'y a plus beaucoup de Jedi en vie à ce moment-là. Mais il n'y a plus beaucoup de vélos, effectivement, dans la galaxie, donc du coup, voilà, alors par contre, du coup, maintenant, on peut spéculer un peu, Francis, si tu me permets. Qui est-ce qui reste comme Jedi? Il reste Ahsoka, mais elle est plus Jedi, elle le dit, non, mais c'est... Ouais, ça d'ailleurs... Luke et Leia. Ouais, mais c'est vrai que il reste Ezra, qu'on sait pas il est où. Oui, et puis, aussi autre chose, c'est que, à cette époque, Luke a déjà remonté son Académie Jedi. Exact, il est en... oui et non, parce que avant de vraiment monter l'Académie, je sais qu'il a fait beaucoup de recherches d'artefacts pis tout ça, là. Donc, mais oui, c'est... Ouais, ça fait 6 ans, là, quand même. Ouais, 6 ans? Ouais, non. Quand tu montes une start-up, tu commences à vendre ça, hein. T'attends pas 6 ans. Hein. Ouais, mais je sais qu'au début, il a fait des voyages avec Lor San Tekka pis tout ça, là, pour rechercher des affaires. Mais c'est vrai qu'on voit dans le comics, là, l'ascension de Kylo Ren, qu'il y a quand même des moments où Ben Solo est assez jeune. Fait que à ce moment-là, ouais, j'aurais tendance à dire que l'Académie est Alors, déjà... peut-être qu'on pourrait imaginer, de fait, que Luke ou un de ses apprentis viennent le chercher et l'intègrent dans l'Académie Jedi de Luke. Oui, effectivement, ça fait... Ben là... Et Kylo Ren n'a pas forcément tué tous les apprentis. Ah, mais ça, de toute façon, c'est pas encore arrivé, là, à ce moment-là. Je sais que... non, mais pour dire après, imaginons que Grogu, il aille dans l'Académie de Luke, peut-être que Kylo Ren ne l'aurait pas tué, lui, tu vois. Alors, on l'a vu dans l'Ascension de Skywalker, que du coup, j'ai lu il y a pas longtemps, que, effectivement, il y en a quelques-uns de ses potes, il les avait un peu zigouillés. Mais... Il peut très bien en avoir laissé vivre d'autres. Et alors du coup, à ce moment-là, Grogu aurait vécu à 2 génocides de Jedi. Ouais, vu de même. Ben, de toute façon, si t'as lu le comics, que tu sais comme moi que c'est pas clair que c'est Kylo Ren qui les a tués. La fameuse explosion du temple, là, il a l'air plus surpris qu'autre chose, là, donc c'est pas nécessairement lui qui l'a provoqué.
Mais effectivement, il y en avait 3 des élèves de Luke qui étaient partis en mission, donc ça se peut très bien, comme tu dis, qu'il y en avait d'autres qui étaient partis en mission ailleurs. Mais c'est ça, il y a Luke, bon, Leia, est-ce qu'on peut dire une Jedi? En tout cas, ça, c'est autre chose. Il y a Ezra, comme on disait, qui est parti. Ça aussi, hein, les gens sont partis avec plein de spéculations. Et moi, je peux pas blairer Ezra, donc j'ai pas envie de le voir revenir. Ah ouais? Ben moi, je l'aimais pas. C'est le perso que je n'aime pas. Moi, je l'aimais pas jusqu'à la toute fin. À la toute fin, j'ai appris à l'aimer. Les derniers, à partir peut-être de la mort de Kanan, j'ai appris à l'apprécier. Ouais. Mais ouais, il y a des personnages comme ça, comme Anakin, je ne supporte pas ce personnage. Ben écoute, je te donnerai pas tort. Tu sais, c'est les personnages petits cons, tu vois, j'ai du mal. Mais ça, juste spécifier ce point-là, là, les gens disent que parce qu'on a entendu le Grand Amiral 30, ça veut dire que la 7e flotte est revenue, gna gna gna. Mais c'est pas ça, là, c'est que pis c'est pas parce qu'on a vu un logo de la 7e flotte qu'ils sont de retour. Puis c'est pas la 7e flotte qui a été disparue. C'est uniquement Thrawn et son vaisseau avec Ezra. Le reste de la flotte, de la 7e flotte, était très maganée là, dans la bataille de Lothal, la libération de Lothal. Mais je veux dire, c'est pas toute la flotte qui était partie en hyperespace. Là. C'était uniquement le vaisseau de Thrawn, avec Ezra à son bord. Mais ouais, effectivement, comme Jedi, ça nous limite à ça dans ceux qu'on connaît, mais sont très forts chez Lucasfilm pour nous ressortir ou nous inventer des Jedi sortis de nulle part. Entre autres en comics, là, à tout bout de champ, ou regarde là en jeu vidéo Cal Kestis. On sait pas, peut-être qu'il est encore vivant à ce moment-là. Lui qui m'en a parlé l'autre jour, j'aime pas. L'acteur serait disponible, même s'il faudrait le vieillir à ce moment-là. On a plusieurs autres Jedi aussi. Non, mais il est pourri ce personnage. T'aimes bien, toi? J'ai pas détesté. Je te dis pas que je veux que ce soit lui nécessairement, mais je te dis dans l'univers des possibles. Moi, il y a un perso de l'UE Légende que j'adorerais voir revenir. Alors là, s'ils me le font... en dehors, tu vois, un autre que je voudrais, mais qui a rien à voir, c'est Cad Bane. Lui, j'adorerais le revoir. En vrai. Oui, c'est vrai, on sait pas trop ce qui est arrivé avec lui parce qu'on n'a pas eu sa fin dans The Clone Wars. Ouais. Mais pour revenir au sujet du Jedi, celui que j'adorerais, c'est Kakruk. Aucune idée c'est qui ça. Tu vois pas Kakruk? Je vais t'envoyer une image juste pendant notre conversation pour que tu vois qui c'est. Mais... en fait, c'était un Jedi, un Wi-Fi, je sais pas si tu vois, et il avait une grosse... comment dire tu vas voir la photo, il va tout de suite te parler, quoi. Il avait un espèce de chapeau, justement, un peu de samouraï. Un chapeau de samouraï, tu vois, ça me dit rien. Mais pendant que tu m'envoies ça, je te mentionne aussi qu'on en a un autre aussi qu'on sait... Ah ben, en fait... Ah, ok, ouais, c'est un alien. Bon, tu vois, la race, j'aurais pas... Tu sais que j'adore les aliens, moi. Ouais, exact. Mais dans les pas aliens... on a... voyons, j'ai perdu son nom. Celui avec une barre jaune dans le visage, là. Qui théoriquement qui a survécu à l'ordre 66 et qu'on sait pas qu'est-ce qui est arrivé avec lui. Qui a une barre jaune sur le visage? Ouais. Un alien? Non, un humain. Ah, Quinlan Vos? Quinlan Vos, exactement. Il faisait partie... Alors lui, ça va, je l'aime bien. Il apparaissait dans la liste des Jedi qui ont survécu à l'ordre 66 que les Inquisiteurs courent après. Dans les comics là, du Seigneur Noir des Sith. Et, ça pourrait être cool. Parce que jamais l'acteur existe en plus, puisqu'il apparaissait dans l'épisode 1. Ouais, ben là, ça... effectivement, on le voyait une fraction de seconde. Mais là, on peut changer d'acteur. Ouais, c'est ça, exact, c'est ça. Mais, fait c'est ça. Dans les possibles, il y en a quand même plusieurs que, justement, dans cette liste-là, qu'on voit jamais se faire tuer, là, donc... Et en plus, si tu veux, Quinlan Vos aurait du sens, parce qu'il est un peu dissident déjà de l'ordre Jedi, on sent bien qu'il est pas dans les clous, quoi, lui. Hein. Ouais, non, effectivement, lui, il avait même basculé un peu dans le côté obscur un bout de temps, là. Absolument, donc, Non, c'est ça, ça laisse beaucoup de possibilités, mais je pense que les gens sont peut-être un petit peu trop enthousiastes. Là. Ils pensent que dès l'épisode prochain, on va voir 30 puis on va revoir Ahsoka pis tout ça. Moi, si tu veux mon avis, j'ai l'impression qu'on ne reverra pas Ahsoka de toute la saison. Ouais, je pense aussi. Je serais pas surpris qu'on voit Bo-Katan vers la fin, dans le sens qu'il y a un lien avec Moff Gideon pis tout ça, tu sais. Ouais, je pense que le titre, c'est quand même The Mandalorian, c'est pas The Jedi. Et je pense que si on met trop Ahsoka, elle va lui prendre la place. Ben oui, elle vole le show, là, totalement. Là, déjà, Bo-Katan, elle volait le show, là. Fait que, fait que je serais très surpris, mais je serais pas surpris que c'est ça, ce soit un teasing vers autre chose. Exactement, mais par contre, moi je serais pas surpris, parce que là, ça fait très longtemps
qu'on n'a plus aucune annonce de rien, ni de qui, ni de quoi, Ouais. que là, on nous dise, à la fin de la saison, bah vous voyez, vous avez aimé Ahsoka Tano et puis Thrawn, bah voilà, v'là le film, ou v'là la série, tu vois ce que je veux dire? Parce que là, les soi-disant projets, là, de trilogie, de machin, on sait plus, y a rien. Non, ben, il n'y a pas grand-chose, effectivement, qui sort ces temps-ci, mais ben, il y a les tournages pour Cassian Andor puis Obi-Wan. Et puis l'autre série, là, écrite par, j'ai plus son nom, là, mais un auteur qui veut faire un projet plus féminin, là. Mais t'as raison, il n'y a pas d'autres... Bon, de toute façon, l'avenir va nous le dire. Puis, tu sais, moi, j'ai l'impression que des fois, il ouvre des portes pour voir les réactions, là. Oublions pas, par exemple, que du côté de chez Netflix, Marvel, il était aucunement question de faire une série sur le Punisher. C'est la réaction des fans avec l'introduction du Punisher dans Daredevil qui a provoqué cette série-là, puis quand même 2 saisons. Puis honnêtement, si Disney avait pas racheté tout ça, mis fin là, dans le fond au contenu Marvel chez Netflix, je crois qu'on aurait eu d'autres saisons aussi du Punisher parce que c'était un gros succès. Fait que... Donc c'est son apparition dans la série Daredevil qui l'a amené. Hein. Et il y avait Rosario Dawson aussi dans les deux. Mais bon, c'est une autre histoire. Mais ouais, c'est ça. Là, ils ont l'actrice pour jouer Ahsoka pour un autre contenu. Les gens ont l'air de l'avoir adopté, je pense. J'ai pas vu de commentaires qui disaient « Ah, c'était nul, etc. » là, Non, bah, elle a fait l'unanimité, là, Rosario Dawson. Hein. C'est ça. Mais c'est marrant, tu vois. Alors, on va dire que je suis trop enthousiaste quand c'est du Star Wars, mais j'étais sûr que ça allait le faire, quoi. Ben... Je veux dire, il y avait trop de noms qui se cumulaient. John Favreau, Rosario Dawson, Filoni, enfin, je veux dire, ça pouvait pas chier, quoi. Enfin, c'était forcément parfait, quoi. Ben, moi, je me demandais... je m'attendais pas à ce qu'on la voie autant que ça. Je m'attendais encore tu sais, un peu comme Boba Fett. On savait qu'elle allait revenir parce que, bon, il y avait différentes affaires qui avaient fuité, mais finalement, on l'a entrevu une fraction de seconde. Mais Boba Fett, on va le voir avant la fin de la saison, c'est obligé. Ouais, ça, j'imagine, mais j'en suis pas si certain. Du coup, on va revoir le Slave One aussi. Très possible, effectivement. Ah bah, c'est obligé. Rien nous dit qu'il est détruit. Le vaisseau, il est tellement mythique. Tu sais, c'est comme quand tu vois le faucon. C'est comme si tu retrouvais un perso quand tu vois le Slave One. Hein. Mais c'est un peu comme, je sais pas, dans la saison 1, ils nous ont ouvert des portes aussi qui menaient nulle part ou plus ou moins nulle part. Tu sais, ou des fois, on se dit, ah, c'est un acteur connu, ils vont pas juste l'utiliser pour un petit rôle comme ça, mais finalement, bah oui. Ou des fois, ils avaient prévu des trucs, tu vois, comme la suite d'Han Solo, elle était prévue et elle est toujours pas fermée non plus, tu vois. Ouais, non, effectivement, fait que bref... Ils arrêtent pas de dire que ça se trouve, ça viendra, d'ailleurs. Tu sais, comme la saison 7 de The Clone Wars, on l'avait pas vu venir, on pensait pas qu'elle arriverait. Hein. Non, effectivement, ça a été une très très belle surprise. Ben, c'est ça, c'est que là, avec le Darth Maul à la fin de Solo, ensuite, avec le Cobb Vanth, là, vraiment, je pense qu'ils nous ont fait la démonstration qu'on peut espérer, c'est ça, des projets de ce genre-là que encore récemment on aurait dit bah non, le grand public, mais faut leur dire qu'on les aime. Le grand public connaît pas Ahsoka, jamais on va voir Ahsoka à l'écran, alors que tu vois là c'est fait. Et un autre truc qui pourrait bien se passer, c'est que là le temps qu'il aille sur Titan, que Boba Fett s'amène avec son Slave One, attaque le Razor Quest pour récupérer l'armure qui a priori est dans le Razor Crest. Effectivement, ouais. Ouais, c'est vrai. Et c'est comme ça qu'on introduira Boba Fett. Ouais, reste à voir qu'est-ce que Boba Fett a foutu sur Tatooine pendant tout ce temps-là, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Il cherche son armure. Ouais, c'est grand Tatooine. Mais, c'est bon, écoute, sinon, si au niveau recap de l'épisode en entier, tu vois, moi, je me demandais, on en a pas nécessairement discuté, l'avis des fans, justement, des casual fans, donc les gens qui n'ont vu que les films et qui écoutent ça. Cette saison-ci, là, avec Cobb Vanth, effectivement, c'était la référence la plus obscure, mais mettons Bo-Katan, que là, nous, quand on l'a fait arriver, on était excités, tu comprends? Mais les gens n'ont aucune idée c'est qui. Là, même chose pour Ahsoka. Est-ce que, là, les gens doivent se demander comment ça, une Jedi? D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que c'est pas mentionné qu'elle est plus Jedi. Le novice, la première chose qu'il fait, il va sur Google, il tape Ahsoka Tano, quoi. Ouais, mais ça, c'est le novice plus ou moins jeune, là, mais je sais pas, j'ai l'impression que on va chercher un public avec cette série-là qui fera pas de recherche. Tant mieux, là, si ça initie des gens à l'univers étendu, si on peut dire, là. Si ça les incite à lire des livres, par exemple Ahsoka, qui est sorti en français l'été dernier. Qui est sympa, d'ailleurs. Ouais. Mais fait que tant mieux, mais j'ai l'impression que la grosse majorité des gens sauront pas trop c'est qui.
au moins ça va les forcer à aller voir The Clone Wars ou le Wikipédia, tu vois. Ouais, effectivement. Ben, de toute façon, avec Disney+, c'est facile. S'ils sont abonnés à Disney+, ils ont accès là, à Rebels puis à The Clone Wars. Mais j'ai l'impression que c'est pour ça que Ahsoka mentionne jamais dans cet épisode-là qu'elle n'est pas une Jedi. Moi, c'est ce que je m'attendais. Si, elle le dit. Ben, elle dit que l'ordre est déchu depuis longtemps, mais elle dit pas... Ah si, elle dit « je suis plus une Jedi, moi ». Ah, ben tu vois, j'ai dû manquer cet aspect-là. Ou alors c'est moi qui ai fait l'association, je sais pas, mais il me semble qu'elle le dit. Ben, dans notre tête, on est habitué qu'elle le dise, parce qu'elle arrêtait pas de le dire à tout bout de champ là, dans Rebels. Mais cette fois-ci, j'ai l'impression qu'elle l'a pas mentionné. Ben, il me semble que si. Mais bref, écoute, c'est ça, j'ai pas réussi à mettre la main sur des avis de gens qui, même au niveau de ma famille, moi, c'est ça, tout le monde connaît très bien tous ces personnages-là, donc... fait que je serais curieux de voir la réaction de ces gens-là. À mon avis, ils ont dû apprécier quand même le spectacle. C'était beau, c'était spectaculaire. Et pour celui qui la connaît pas, il y a quand même un effet sympa de découvrir un nouveau personnage, tu vois. Ouais, effectivement. Et direct, il est haut en couleur. Hein. Et de se rendre compte, en fait, qu'il avait un background. Tu vois, limite, je préférerais presque la découvrir comme ça, et puis remonter le temps, et puis aller dire, ah ouais, putain, elle était petite et tout, putain, il y a tout ça derrière, tu vois. Enfin, en fait, non, dans les deux cas, c'est sympa, quoi. Puis tu sais, moi, je suis toujours le premier à défendre le fanservice, dans les films ou peu importe dans quoi. Même s'il y a des gens qui disent que c'est trop, justement, c'est ce qu'ils reprochent souvent à Filoni. Les gens qui aiment moins Dave Filoni, c'est ce qu'ils lui reprochent souvent. Mais c'est ça, moi, je suis agréablement surpris que dans The Mandalorian, justement, ils ont franchi ce cap-là de dire, bon, ben, les fans, ils veulent ça, on va leur donner ce qu'ils veulent. Et c'est l'attitude de Jon Favreau, quand on écoute les making-of puis tout ça. Tu vois que c'est un gros fan fini. Même chose pour Dave Filoni. Puis eux, ils s'en foutent du public ou de faire plaisir à telle petite catégorie de public là, ou de remplir des cahiers de commandes comme ils ont fait avec la postlogie. Là, là, cette fois-ci, on a une base de fans, on va leur faire plaisir. Fait que je pense que eux se font plaisir avant tout eux-mêmes. Tu vois, effectivement, ouais. C'est comme si nous, on nous disait, tiens les gars, faites une série. On placerait plein de trucs, quoi. C'est ça. Effectivement, ouais. Mais en tout cas, bref, non, c'est ça. Je sais pas si t'avais quelque chose à ajouter au niveau pour ce qui est de l'épisode en entier. Bah non, écoute, j'en suis très content. Je crois qu'on a ça fait 1h40 qu'on discute sur un épisode à deux sur un épisode de 40 minutes. Donc je crois qu'on l'a siphonné de long en large et là, par contre, si tu veux, je me projette sur le prochain. Je vois pas où on va pour le prochain et je suis hyper curieux. Mais je pense pas qu'on ira direct sur Titan. Non, moi non plus. Fait que j'ai l'impression qu'un peu comme pour le dernier, là, le siège, j'ai l'impression que les gens vont peut-être un petit peu déçus. Là. Après le high, tu sais, tu comprends, la barre a été placée haut. C'est difficile de monter plus à chaque fois. Hein. Non, ben c'est ça. En tout cas, qui sait, là, mais je sais même pas qui le réalise, tu vois, j'ai pas regardé. En tout cas. Mais écoute, on aura l'occasion de s'en reparler. Fait que je pense qu'écoute, en conclusion, ben c'est sur ces très bonnes critiques. Hein, je pense que c'est dur de dire le contraire. Qu'on va conclure cette édition de Star Wars en direct série. Comme toujours, si vous avez des suggestions, des commentaires, des réactions, vous pouvez venir discuter avec nous sur Facebook, Twitter, Instagram, Discord, YouTube, etc. On est un peu partout. Et surtout, n'hésitez pas à partager nos épisodes sur vos réseaux sociaux, histoire de faire croître notre belle communauté. Donc sur ce, écoutez, de la part de toute l'équipe, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars. Et que la force soit avec vous.